Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum dans le 12-13 de Média 24. C'est la dernière émission du mois de Ramadan, la dernière avant Eid al-Fitr. Alors d'avance, Eid Mubarak Saïd. On a plein de sujets à aborder, à développer aujourd'hui. Et on va commencer par l'actu la plus récente, celle qui a attiré en tout cas l'attention de la sphère économique cette semaine. Le Conseil de Banque al-Maghrib maintient inchangé le taux directeur à 2,25%. Un statu quo qui dure depuis un an et qui continue d'alimenter le débat ou les débats dans les milieux financiers, car la situation est pour le moins paradoxale. D'un côté, on a des indicateurs plutôt rassurants, une inflation contenue, une croissance relativement solide et un crédit bancaire en progression. Mais de l'autre côté, et on le voit de jour en jour, un environnement international incertain. La guerre au Moyen-Orient fait planer le risque d'un nouveau choc énergétique. Le cours du pétrole fluctue toujours autour des $100 le baril. Notre loi de finances, pour rappel, étant budgétisée avec un baril à $65. Et toute perturbation durable dans le détroit d'Ormuz pourrait rapidement raviver l'inflation importée. Alors, dans ce contexte, comment interpréter la politique monétaire de Banque al-Maghrib ? Eh bien, nous allons en parler tout de suite avec Moustapha Al-Jay, professeur d'économie monétaire à l'université Hassan II de Casablanca. C'est le sujet à la une. Et pour en parler, Aziz Bousta est à ma droite, chroniqueur attitré de cette émission. Bonjour Aziz. Bonjour Adil, bonjour, c'est Moustapha, comment ça va? Très bien, c'est Adil. C'est Moustapha Al-Jay, bonjour, marhaba avec moi dans le 12-13 de Média 24. Bonjour, c'est Adil, très ravi d'être parmi vous dans cette émission. Alors vous avez, j'imagine, suivi avec beaucoup d'intérêt la dernière réunion du Conseil de Banque al-Maghrib, qui a débouché donc sur un statu quo qui dure depuis un an maintenant, parce que ce taux directeur n'a pas bougé depuis mars 2025. Première question que j'ai envie de vous poser, dans le contexte actuel, comment vous interprétez ce statu quo, cette prudence affichée encore une fois par la Banque centrale concernant sa politique monétaire ? Alors comme vous l'avez dit, c'est Adil dans votre préambule, je pense que Banque al-Maghrib privilégie comme d'habitude donc la prudence. C'est pour cela que beaucoup même d'analystes, si vous avez vu quelques notes de recherche sorties avant ce conseil de 17 mars, prévoyaient ou privilégiaient le statu quo, je pense pour les raisons suivantes. Brièvement et succinctement, on reviendra sur le détail. Un, c'est que dépendre un petit peu ce taux directeur sur des tensions inflationnistes liées à cette guerre, à un cours de pétrole qui fluctue tout le temps et sans arrêt, c'est un peu, je dirais, risqué. Parce qu'il suffit que cette guerre s'arrête, demain, les cours reviendront à $70. Et donc, il n'y a pas de visibilité. Nous sommes dans une conjoncture, même dans des tensions géostratégiques que personne ne maîtrise. Moi, je pense la prudence un petit peu poussée Banque al-Maghrib à garder ce taux. Le deuxième point, très important, c'est que tous les indicateurs macroéconomiques du Maroc sont bons. On a même vu la dernière note de Moody's qui a amélioré la note du Maroc, donc de stable à positive. Et en dépit des aléas, comme c'est dit même dans le rapport de Banque al-Maghrib, liés un petit peu à cette guerre commerciale que mènent les États-Unis. Mais surtout à la guerre militaire. À la guerre, elle est toujours. Oui. La guerre du Moyen-Orient a changé la donne, mais l'économie marocaine, je dirais, si on voit les indicateurs macro, elle se porte bien. Nous avons un taux de croissance qui va, pour la première fois, casser le plafond de verre de 5%. Un taux d'inflation qui était à 0,8 avec même ces tensions, avec ces hausses je dirais, des produits énergétiques. Certainement, si ça dure, on va dépasser le 1% à mon sens. Et bien sûr, il fallait accompagner une dynamique économique. Il y a une dynamique économique, on le voit à travers la progression des crédits à l'économie, on est à plus 8%. On va revenir là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord essayer de bien comprendre la politique monétaire axée sur le levier du taux directeur. Moi, ce que je comprends, et vous me dites si c'est le cas ou pas, c'est qu'au niveau de Banque al-Maghrib, on est prudent, on est très 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 prudent, et malgré un contexte géopolitique qui est ce qu'il est, qui est très mouvementé, qui est en ébullition, on ne prend pas de risques et on ne prend pas de mesures
en misant sur l'avenir. On ne sait pas de quoi demain est fait, donc on attend que les événements se passent et on jauge un petit peu les différents indicateurs qui peuvent nous impacter pour décider ou non d'une baisse du taux directeur. C'est bien ça? Tout à fait. Et c'est pour cela que je vous ai dit, lier un taux directeur qui est un instrument de politique monétaire à une fluctuation pratiquement quotidienne et très rapide de cours du pétrole serait pas justifié. C'est pour cela qu'il faut jouer la prudence et il faut continuer à accompagner la dynamique économique qu'on a au Maroc. Parce qu'on a quand même beaucoup de secteurs qui se portent très bien. On a donc tout ce qui est secteur industriel, le tourisme, les transferts des MRE, l'investissement. Oui, c'est la deuxième explication, effectivement. Exactement. Il ne fallait pas freiner cet élan économique au Maroc. Est-ce que la volonté de Banque Maghreb aussi, c'est d'envoyer un signal positif au marché pour leur dire que malgré une situation très complexe, les fondamentaux du Maroc sont solides et on s'inscrit dans la stabilité? C'est clair, c'est dit dans le communiqué. Et effectivement, je vous dis que les fondamentaux du Maroc sont solides. Ça a été même confirmé par les agences de notation internationale. Bon, malheureusement, il y a 15 jours maintenant, le 28 février, on a eu cette surprise mondiale avec cette guerre donc, en Iran qui chamboule toute la donne, pas au niveau national, mais au niveau mondial. C'est l'effet papillon. Voilà, le Maroc subit les conséquences. On a vu déjà hier les premières conséquences sur le cours du produit pétrolier et qui va impacter... Sur les prix à la pompe, de dirhams d'un coup. Oui, exactement. C'est beaucoup. Ça va impacter tout l'écosystème. Effectivement, le Maroc reste une économie très dépendante des importations énergétiques et donc forcément, c'est un élément qui doit être pris en compte et en considération au niveau de la politique monétaire, à mon sens. Est-ce que aujourd'hui, avec un pétrole proche des $100, je rappelle que la loi de finances était budgétisée à $65, ouais. vous avez raison de dire qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre, c'est peut-être une question de semaines comme le dit Donald Trump, ça peut aussi bien durer des mois et des mois. Bien sûr. Est-ce qu'avec un baril de pétrole proche des $100, le risque d'inflation importée redevient réel? J'ai vu les estimations de Banque Maghreb. Ils sont très optimistes, parce qu'ils parlent de 0,8%. Optimiste, pas prudent, mais optimiste. Oui. Ils sont sur une moyenne de 0,8% pour l'ensemble de l'année 2026, une projection, et 1,4% en 2027. Quand on voit la situation actuelle telle qu'elle est, on peut légitimement nous poser la question de savoir si on ne va pas rentrer dans un nouveau cycle inflationniste à cause de la guerre et de ses répercussions. Tout à fait. Donc, moi, je partage un petit peu votre point de vue. Moi-même, quand j'ai vu maintenir un taux de 0,8 2026 avec les tensions géostratégiques qu'il y a actuellement, je me suis un peu étonné parce que la situation actuelle va, à mon sens, avoir des conséquences sur les produits énergétiques et ces produits touchent tout l'écosystème économique. On le voit maintenant, le transport, l'acheminement des matières premières. Pas besoin d'être docteur en économie pour le comprendre. C'est pour ça que ce chiffre, moi, il m'interpelle. À moins qu'il y ait des donnes peut-être qu'on va voir dans la conférence de presse. Il y a également aussi un autre point, ce sont les écosystèmes logistiques. Donc le coût de la logistique va augmenter pour tous les intrants, pour les entreprises et les matières premières. Donc, les tensions inflationnistes sont là et on risque d'avoir, à mon sens, un taux d'inflation même qui sera plutôt proche de 2% que même les 1,4% que prévoit Banque Maghreb pour 2027. Aziz Bousta? Oui, c'est Mustafa. Moi, quand je vois le communiqué de Banque Maghreb, je m'attarde sur le point 2. Et la dernière phrase, les conséquences de cette guerre déjà perceptibles sur les marchés financiers et sur les cours des matières premières, en particulier ceux de l'énergie, dépendront dans une large mesure de sa durée, de son étendue, de son intensité. Ouais. Ce qui veut dire que ce qui suit est assez hasardeux, c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs, parce qu'on n'en sait strictement rien. Exact. On est en contact très étroit avec l'Europe, on a 65% de nos échanges avec l'Europe. L'Europe est dans une situation qui n'est pas très enviable, surtout dans l'incertitude. On est en contact, on est en relation avec les États-Unis, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer, bien entendu, avec le Golfe. Donc on sait véritablement pas trop. Donc ce que je retiendrai de ça, ce n'est ni l'inflation, comme vous venez de le dire, ni ce n'est même pas la production prévue agricole de 82 millions sur 4 millions d'hectares à peu près. C'est surtout le fait que
bon, ben, on est dans l'incertitude la plus totale et que donc il fallait mieux rester prudent et garder ce taux directeur à 2,25. Sachant que, encore une fois, et ça, je vais vous poser la question que je vous ai souvent posée, est-ce que ça a véritablement, sachant notre structure économique, est-ce que ça a véritablement un impact sur notre économie? Ça, c'est une question fondamentale. Voilà, exactement. Alors, est-ce que le levier monétaire est aussi important? C'est-à-dire l'impact un petit peu sur l'accès au financement des PME et le coût du financement. Moi, je pense qu'il y a... Et aussi sur les prix. Oui, sur les prix. Sur l'inflation, oui. Surtout, en fait. Est-ce que les PME arrivent à se financer dans le circuit bancaire? Alors, il y a d'abord un constat réel, c'est que depuis la baisse de ces taux directeurs, l'impact sur les taux débiteurs que les banques facturent aux clients, parce que le taux directeur, c'est le taux auquel les banques se refinancent. Et les banques prennent une marge et, je dirais, distribuent des crédits à des taux commerciaux. La baisse est à ce jour à moins 65%. C'est-à-dire on est en moyenne, les derniers chiffres que j'ai vus, à 5,17, taux moyen. Mais quand on rentre dans le détail de ce taux moyen, on va trouver que le corporate, la grande entreprise, se finance peut-être à 4,1, mais la PME du coin se finance en moyenne à 7%. C'est en fonction de son rating, de sa notation. Et le risque, il y a une corrélation, il y a une note et il y a une prime de risque. Et plus vous avez des structures ou des ratios, je dirais, pas très bons, plus vous payez le prix plus cher parce que le risque sur vous est élevé. Et il fallait prendre une prime de risque plus élevée. Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui. Donc, il y a un impact sur la baisse de ce taux, mais avec ce qu'on appelle un délai de transmission. Et d'ailleurs, Banque al-Maghreb insiste. Qui est situé, toujours qui est de combien? D'un semestre à 2 semestres. Donc, 6 mois. Voilà, sauf pour les gens qui ont opté sur prendre l'immobilier pour les taux fixes à ce moment-là. Est-ce que c'est un délai raisonnable quand vous avez une situation qui est critique? Oui, mais il y a des contrats, il y a des renouvellements. Par exemple, vous avez un crédit avec une facilité de caisse, on renouvelle les taux à l'échéance, on ne renouvelle pas immédiatement. D'accord? Donc, les renouvellements se font une fois par an. Donc, Banque al-Maghreb insiste sur le délai de transmission. Si le taux directeur était remonté, ou plutôt avait baissé, est-ce qu'on aurait renégocié les taux vers la baisse, ou là on aurait laissé on renégociait en Non, si vous êtes en taux variable, oui. Si vous êtes en taux fixe, non. Mais pour les crédits aux entreprises, normalement, les taux varient à chaque renouvellement, à chaque année, chaque anniversaire, vous présentez votre bilan et on revoit un peu le taux. L'explication sur du levier monétaire sur la vie des entreprises, je pense qu'elle est claire. Oui, elle est claire, elle est lente, certes, elle est lente. Mais par contre, la question se pose toujours sur l'utilité et l'importance du levier monétaire pour maîtriser les prix. Nous avons vécu plusieurs épisodes inflationnistes et je ne suis pas sûr que le levier monétaire soit vraiment l'élément le plus important pour limiter l'inflation ou contenir des prix raisonnables. En fait, ça c'est un débat, je dirais, vieux comme le monde. En fait, quand il s'agit d'inflation importée, je pense que c'est difficile. Quand bien même vous augmentez le taux directeur, si le carburant passe demain à $150, vous allez payer le prix à la pompe à 17 dirhams. Donc, quand l'inflation est importée, vous la subissez. Le fait d'augmenter le taux directeur pour l'utiliser comme instrument de lutte contre l'inflation, juste pour ralentir la consommation et un petit peu, je dirais, calmer la demande, parce que c'est la demande qui fait un petit peu l'augmentation du prix. Et c'est dans ce cadre-là que le taux directeur est utilisé. Mais tu as parfaitement raison. Le cas actuel que nous vivons maintenant, si ça continue, les prévisions de taux d'inflation de Banque al-Maghreb me paraissent très, très optimistes. Ah bah oui, 0,8% en 2026. Ouais. J'espère sincèrement, optimiste, là, sincèrement qu'ils ont des informations que nous n'avons tout pas à fait, et que cette année va se passer relativement bien pour nous. Parce que 0,8% en 2026... Personne n'a d'informations sur ce qui est en train de se passer, justement. Mais c'est ce qui rend ces chiffres... Même Trump, je ne suis pas sûr qu'il soit véritablement informé. C'est ce qui rend ces chiffres d'autant plus incroyables en fait sur le prix du carburant, vous avez fait une émission avec des spécialistes qui le connaissent mieux que moi. Il y a peut-être l'ATIC, l'État peut jouer dessus, ou la TVA. Il y a des pays, par exemple, quand il s'agit de hausses très élevées, qui, pendant 6 mois, exonèrent tout ce qui est carburant de la TVA, le temps que les prix se calment. Là, on est passé de $70 le 28 au 1er mars, on est arrivé jusqu'à 107, $110.
Donc, c'est une augmentation surprise due à une guerre que personne n'avait... Ce qu'on oublie de dire aussi, on ne l'a pas dit la semaine dernière, merci de me le rappeler, c'est que l'État aussi gagne de l'argent quand le prix du baril augmente. Oui, 37%, si je m'abuse. Parce que c'est un pourcentage sur les quantités importées. Donc l'État a un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas gagner de l'argent alors que la TVA, les chiffres que j'avais vus, si l'État gèle la TVA pendant un semestre, on parle de 10 milliards de dirhams. La TVA sur les produits pétroliers. Oui, juste les produits pétroliers, parce que certains pays l'ont fait. Donc, pour essayer de garder un prix raisonnable pour calmer l'inflation et surtout permettre aux citoyens donc, de ne pas détériorer trop son pouvoir d'achat. Je reviens à ce conseil de Banque Maghreb. Pour continuer, c'est l'une des réunions les plus attendues à chaque fois et les plus suivies, notamment par les journalistes et par les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'économie. Parce que généralement, dans ces conférences de presse qui suivent les réunions, le Royaume de Banque Maghreb donne effectivement pas mal d'éléments très intéressants. Mais moi, j'aimerais revenir avec vous sur la politique monétaire du Royaume du Maroc. Moi, j'ai l'impression, vous me corrigez si je me trompe, qu'on n'a quasiment pas le droit de critiquer la politique monétaire du Maroc. On prend pour argent comptant toutes les décisions qui émanent de la Banque centrale, à tort ou à raison d'ailleurs, sur le fait que toutes les décisions sont prises en prenant en considération des paramètres que le commun des mortels ne peuvent pas maîtriser et que jusqu'à preuve du contraire, cette politique monétaire menée par la Banque centrale a donné des résultats positifs. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce que je dis correspond à la réalité ou est-ce que j'exagère à peine ? Non, moi je pense que vous avez raison. Nous avons d'abord la Banque Maghreb qui a eu le prix de meilleur wali, meilleur gouverneur de banque centrale worldwide dans le monde entier. Donc c'est une compétence marocaine. Voilà, une compétence marocaine exceptionnelle. D'ailleurs, on l'a retenu à son âge et heureusement qu'il est là. Pas que sur le sujet de l'inflation, mais le sujet de la fluctuation, si vous voulez, du dirham, le glissement, sur beaucoup de sujets. Mais pour rester un petit peu sur la politique monétaire liée à l'inflation, on a vu que toutes les décisions, depuis Covid, toutes les décisions prises par Banque Maghreb, ce sont des décisions très prudentes, très sages, et qui observent ce qui se passe dans le monde entier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce rapport, dans tous les rapports ? S'il y a un événement demain qui apparaît exceptionnel, si demain, espérons, nous ne le souhaitons pas, cette guerre s'enlise, s'élargisse et les cours de pétrole frôlent les $150, rien n'empêche le Conseil de faire une autre réunion et peut-être augmenter ce taux. Même s'il y a des réunions statutaires trimestrielles, le Conseil suit de près un petit peu ce qui se passe aussi bien sur le plan géostratégique que sur le plan économique au niveau mondial et suit de près ce qui se passe, si vous voulez, les conséquences de cette guerre au Moyen-Orient sur l'économie marocaine. Et demain, il peut tenir un conseil et prendre une autre décision d'augmenter le taux directeur s'il le juge nécessaire. D'accord. Donc, et, on dit que la fonction du wali de Banque Maghreb est tout sauf politique. Il le dit d'ailleurs, lui, à chacune de ses interventions. Toutes les décisions ne sont en aucun cas motivées par une quelconque volonté d'avantager telle ou telle politique. Ce qui compte le plus, c'est l'intérêt et les équilibres macroéconomiques du pays. Mais là, je me tourne vers Aziz Bousta, qui suit de près aussi la sphère politique. On a eu à plusieurs reprises des épisodes de friction entre des responsables gouvernementaux et la Banque centrale à travers des décisions qui allaient à l'encontre des politiques menées par ces départements. Et c'est vrai que parfois on a du mal à jauger où commencent les prérogatives de l'un et où s'arrêtent celles de l'autre, parce que la politique monétaire, elle détermine in fine tout ce qui suit. Et donc vous pouvez avoir des politiques qui sont menées par des ministres qui peuvent être soit renforcées, soit cassées par une politique monétaire.
Ben, quand tu as une politique, quand tu as un Walid de Banque Maghreb qui trace une politique monétaire, ben, le gouvernement, ça fait partie de la règle du jeu. C'est comme quand il pleut ou quand il ne pleut pas, il y a une règle du jeu, tu es obligé de l'accepter, tu fais avec. Les frictions dont tu parlais qu'il y a eu entre Abdel Jouari et un certain nombre de chefs de gouvernement, ça fait de 4 ou 5 chefs de gouvernement qu'il a connus entre Premier ministre et chef de gouvernement, tiennent au fait que justement, il s'inscrit en critique de l'action gouvernementale. Parfois, où il sort de son champ de compétences, de son rôle pour dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abdel Jouari c'est Abdel Jouari qui était monsieur éminemment respectable, a été ministre des Finances il y a une 40aine d'années. Il a été patron d'une banque. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les choses. Maintenant, Adil, la personnalité d'un gouverneur de banque centrale est très importante dans l'influence qu'il a et dans l'autorité qu'il a. Et ça, on le voit un peu partout dans le monde. On se rappelle de Alan Greenspan, par exemple, aux États-Unis. On peut se rappeler de nom de gouverneurs de banque centrale. Christine Lagarde aussi. Christine Lagarde, Mario Draghi. Moi, je parle de la politique, au-delà des personnes. Moi, j'ai l'impression parfois que cette politique monétaire est sacrée et que Elle est sacrée parce qu'il y va de la souveraineté du pays. Non, c'est pas le sens de ma question, dans le sens où on n'a pas autant de débats sur la politique monétaire, à mon sens, peut-être que je me trompe, que je fais un focus sur cette politique monétaire, que sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on prend pour argent comptant les décisions qui sont prises par la Banque centrale sans véritable débat sur la pertinence de telle ou telle mesure. Peut-être que nous avons une classe politique qui n'est pas encore véritablement au fait de ce genre de technique véritablement pointue. Mais tu as commencé ton intervention en disant j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de critiquer la politique monétaire. Je pense qu'on a le droit de critiquer la politique monétaire à partir du moment où on sait comment la critiquer et qu'on a les personnages et les personnalités au sein des partis politiques pour pouvoir la critiquer. On a toutes les données nécessaires. Théoriquement, ou même l'actuel, pourrait critiquer la politique, mais sur des bases qui sont des bases. Là, je me tourne vers les professeurs d'économie monétaire que vous êtes. J'aimerais votre analyse par rapport. Bon, on ne sait pas de quoi demain est fait, ça c'est sûr, mais sur l'année qui vient de s'écouler, de mars 2025 à mars 2026, est-ce que vous estimez que la politique monétaire menée par la Banque centrale était juste, à correspondre à ce qu'il fallait faire pour maintenir les équilibres macroéconomiques et faire du bien à ce pays? En résumé, oui, parce que déjà, si vous voyez un peu l'année dernière, avant ces événements, comme vous avez dit, disons de mars ou de janvier à décembre, 2025 était une très bonne année sur le plan économique. Tous les agrégats, pratiquement, les indicateurs étaient au vert. Banque al-Maghreb, en dépit des politiques agressives tarifaires des États-Unis qui peuvent avoir un impact sur nous, a maintenu le taux directeur à 2,5. Et à 2,25, pardon. Il ne l'a pas baissé, il ne l'a pas augmenté. Donc, il ne l'a pas baissé pour calmer les ardeurs, les tensions inflationnistes. Il ne l'a pas augmenté pour accompagner la dynamique économique et permettre aux entreprises de se financer à des conditions avantageuses. Je vous ai dit que le taux ou ce qu'on appelle l'impact des baisses des taux directeurs avec le délai de transmission, le taux directeur a baissé de 75 points de base auparavant, 3 baisses de 25. Le taux avec l'impact de transmission est de 65 points de base. C'est-à-dire à 80%, le système bancaire a suivi cette baisse de taux directeur. La problématique dont a parlé Aziz tout à l'heure, est-ce que le taux directeur a un impact sur l'accès au financement? C'est un autre sujet. Pour permettre aux TPME d'accéder au financement, ce n'est pas une question de taux. Vous êtes rejeté. C'est une condition, comme on l'a dit plusieurs fois, des règles prudentielles de BAL 3, BAL 2 que Banque Maghreb applique. On ne peut pas appliquer les mêmes règles prudentielles à l'OCP qu'à la PME du quartier. C'est vrai. Donc, ce que demandent beaucoup d'économistes, et Banque Maghreb réfléchit, assouplir les conditions des règles prudentielles pour la PME et la TPM. Et quand on voit aussi... des fonds de garantie, peut-être. Voilà, il y a des fonds de garantie, mais quand on voyait aussi le taux de casse dans ces TPME, il est inquiétant. Quand on voyait aussi... on va revenir au débat qui a tort, qui a raison. Donc, il va vous dire ils sont sous-capitalisés, mal gérés, etc. La banque aussi, attention, et je l'ai toujours dit, elle prête l'argent des déposants. C'est votre argent et le mien.
Ça, c'est l'ancien banquier que vous êtes qui s'exprime. Donc, c'est pas les fonds propres des banques. Ah oui. C'est 8%, 10% de fonds propres, mais c'est l'argent des déposants. Donc, c'est pour ça que le Banque al-Maghreb aussi a un rôle prudentiel pour avoir un système bancaire solide. Sinon, si on prête à tort et raison, on va le... Alors, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça, c'est une certitude. On ne sait pas combien de temps va durer cette guerre, ni l'ampleur de ses répercussions macroéconomiques, et notamment, et a fortiori, sur le Maroc. Mais on a des hypothèses. Et je reprends les chiffres et les éléments fournis par la Banque centrale. À supposer, Mostafa Al-Jay, qu'on reste sur un niveau d'inflation contenu sous la barre des 1%, ce que nous dit Banque al-Maghreb pour l'année 2026. À supposer que nous terminions cette année 2026 sur une croissance aux alentours de 5%, voire un peu plus de 5%. À supposer que le crédit bancaire poursuit sa progression. À supposer. Quelle serait la politique monétaire la plus avantageuse pour le Maroc dans un contexte où tous ces indicateurs que je viens de lister sont plutôt au vert? Est-ce qu'il faut abaisser, de votre point de vue, davantage le taux directeur, ou est-ce qu'il faut au contraire l'augmenter, et si oui, dans les deux cas, pourquoi? Moi, je pense honnêtement, c'est mon sentiment personnel, s'il n'y avait pas cette guerre surprise du 28 février, oui. J'aurais pensé peut-être que Banque al-Maghreb allait faire un effort sur le taux directeur, le ramener peut-être à 2. Pourquoi? Pour accentuer la dynamique et l'accompagner la dynamique économique pour permettre le financement de l'économie à des conditions avantageuses. D'accord? Maintenant... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce qu'il y a des éléments justement que vous avez... C'est très simple, c'est-à-dire que quand le taux d'inflation est bas, on est à 0,8, c'est un taux, je dirais même très bon, et vous avez une économie qui devient un peu, je dirais, qui reprend un peu, parce que n'oubliez pas qu'on a passé des années où on était pratiquement des années dans une économie très terne, et on avait beaucoup, je dirais, de fermeture d'entreprises. Les entreprises ont subi le choc du Covid. À peine elles ont remonté la tête du Covid, il y a eu la guerre de l'Ukraine. Il y a beaucoup de fermetures. Donc, on était dans un marasme économique. À peine l'économie commence à reprendre, on a vu le secteur industriel qui reprend, les grands chantiers structurants du royaume, donc lancés par Sa Majesté et tout ce qui nous attend d'ici 2030. Le tourisme qui reprend, les transferts des Marocains du monde en dépit des situations que vivent nos citoyens marocains en dehors du Maroc sont difficiles, mais les transferts continuent à progresser, même, je dirais, d'une manière un Donc, petit peu... Donc, dans un monde idéal et apaisé, vous êtes favorable à un assouplissement monétaire. Voilà. Maintenant... C'est ça oui, tout à fait. Maintenant, il y a les tensions inflationnistes, donc, comme on a dit, l'inflation importée. La prudence serait de maintenir le taux, et moi, je peux vous dire, si cette guerre, si ça ne s'arrête pas, je suis persuadé que Banque al-Maghreb peut passer demain à 2,50. Et je suis surtout persuadé qu'ils vont revoir leur prévision pour 2026 et 2027. C'est clair. Parce que n'oubliez pas que on a parlé de manière très terre à terre, le gasoil, le carburant. Maintenant, tous les transporteurs de matières premières, produits alimentaires, le carburant a augmenté. Donc, moi aussi, je vais augmenter. Non, mais donc, justement, parce que le carburant, c'est ce qui détermine l'économie. Et on va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Le carburant, c'est ce qui détermine tout le reste. Oui, un dernier mot Oui, un dernier mot sur cette question de transporteur. Vous en avez parlé, Mostafa Al-Jay, je ne voulais pas intervenir, mais bon, puisque vous avez parlé de ça, c'est l'inflation importée qui se transmet, qui est infusée, qui diffuse dans le pays, avec le transport. C'est un faux problème, et c'est faux. Parce que quand vous prenez la consommation d'un camion qui va transporter, vous transposez ça à l'ensemble des camions, et que vous ramenez le kilo de ce qui est transporté à la petite augmentation. C'est epsilon. Oui. Donc quand on fait l'augmentation... Le transporteur abuse. Et on revient au marché et donc au contrôle de l'État. On sort de la politique monétaire et on revient à la politique tout court. Bien sûr, tout à fait. Nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup, Mostafa Al-Jay. Merci de nous avoir éclairé sur ces questions. C'est vrai que c'est pas
c'est très compliqué de vulgariser les concepts de la politique monétaire au plus grand nombre. Bon, on essaie tant bien que mal de faire en sorte que ce soit digeste et compréhensible, mais ce sont des sujets très importants puisqu'ils déterminent in fine notre quotidien. Merci beaucoup, Moustapha Djei, et je vous dis à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci à vous. Nous, on reste ensemble avec Aziz Bousta justement pour la suite de cette émission, et on va parler de la hausse des prix des carburants et de la fâcheuse question du stockage des produits d'hydrocarbures chez nous au Maroc. La réglementation oblige les distributeurs à disposer de 60 jours de stock stratégique. Or, dans la réalité, nos stocks oscillent entre 20 et 30 jours. Au meilleur des cas, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Ce sera juste après la pause. À tout de suite. De retour sur le plateau du 12-13 de Média 24 avec Aziz Bousta à ma droite. Et avant de parler des prix et des stocks des carburants au Maroc, l'autre sujet à la une cette semaine, c'est bien évidemment le verdict du jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football, concernant la finale de la CAN 2025. Le jury donne finalement raison à la Fédération royale marocaine de football en annulant la décision de première instance et en déclarant le Sénégal forfait lors de cette finale. Résultat, eh bien, le match est homologué sur un score de 3-0 en faveur du Maroc. Et les Lions de l'Atlas sont de facto les champions d'Afrique de l'édition 2025. Mais au-delà du résultat sportif, c'est surtout une lecture juridique, très stricte d'ailleurs, du règlement qui a été retenu. Mais pourquoi le jury de première instance ne l'a pas fait, d'autant plus que les faits et le règlement sont les mêmes? Et surtout, est-ce que cette affaire est véritablement terminée sur le plan judiciaire? Alors pour en parler, on reçoit Ilyes Sghem. Bonjour et marhaba bik ma'ana dans le 12-13 de Média 24. Merci beaucoup de m'avoir Alors Ilyes Sghem, vous êtes avocat spécialisé en droit du sport, vous êtes avocat au barreau de Casablanca, membre du conseil d'administration de l'Association internationale des avocats en droit du sport et accessoirement secrétaire général de l'Association marocaine des agents de football agréés. Une lecture juridique s'impose par rapport à cette décision. Le jury d'appel a donc donné raison à la Fédération royale marocaine de football en appliquant précisément les articles 82 et 84 du règlement de la CAF. Nous allons y revenir d'ailleurs pour expliquer ce que disent ces articles. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, et je l'ai dit en introduction, Ilyes Sghem, pourquoi ce qui n'était pas valable en première instance l'est subitement devenu sur le plan juridique en appel? Est-ce que ça fait partie d'une procédure juridique normale? Et quelle lecture faites-vous de cette décision du jury d'appel? Alors, merci beaucoup. Donc, je pense qu'il s'agit en fait d'un phénomène tout à fait naturel dans la mesure où l'on rencontre également le dit phénomène devant les juridictions de droit commun, dans la mesure où si vous posez la question à des praticiens ou bien à des justiciables qui se retrouvent confrontés au quotidien à l'arène judiciaire, ils peuvent se retrouver très souvent entre des décisions, avec des décisions diamétralement opposées entre la phase d'instance, la cour d'appel et peut-être voire même au niveau de la cour de cassation. Oui. D'une part. Et d'autre part, je pense qu'il y a un élément qu'il va falloir également soulever, c'est qu'au niveau de la décision du jury d'appel, il a en fait constaté que la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure d'être entendue dans le cadre d'un débat contradictoire, respectueux. Non, oui, voilà. Donc la décision d'appel a constaté l'inobservation des droits de la défense, d'accord, auquel a droit la fédération marocaine au niveau de la phase de première instance. Donc, ce qui fait que si au niveau de la cour d'appel, au niveau du jury d'appel, il a enfin pu faire valoir ses moyens. Oui. D'accord. Donc, il est tout à fait naturel que donc il y ait une décision qui soit diamétralement opposée à la phase d'instance. D'accord. Alors, si on peut voir également justement ces articles, ces fameux articles 82 et 84, sur lesquels le jury d'appel s'est basé pour rendre ce verdict en appel, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le fait de se baser sur ces deux articles rend la décision juridiquement cohérente par rapport aux faits mentionnés?
Alors justement, donc, ce qui s'est produit, c'est que le jury d'appel a fait une application stricte, d'accord, des articles 82 et 84. Donc c'est une appréciation stricte au niveau juridique. Donc je me permets de vous lire de l'article 82 en premier lieu. Donc si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, d'accord, donc elle s'est retirée ou ne se présente pas à un match, d'accord, ou refuse de jouer, ça veut dire qu'elle s'était présentée mais qu'elle refuse de jouer, ou bien Ce qui était le cas quand les joueurs sénégalais ont décidé subitement de quitter le terrain. Ce n'est pas tout à fait le cas. Là où le cas d'espèce qui est le plus pertinent, c'est ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, dans la mesure où l'équipe sénégalaise s'est présentée, d'accord, elle n'a pas refusé de jouer le match au départ, elle a joué le match, mais elle a quitté le terrain avant la fin réglementaire du match et sans l'autorisation de l'arbitre. Donc les faits qui ont été constatés, bien, on va dire, les critères de la légalité de l'infraction, c'est de quitter le terrain avant le match et sans l'autorisation de l'arbitre. Donc ces deux éléments-là, lorsqu'ils sont cumulés, donnent droit à la conséquence suivante: elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. D'accord. Donc, ensuite, l'article 84 renvoie également à l'article 82 et dispose que l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0 avec les conséquences qui peuvent s'imposer. Donc ça a été une application stricte de ces deux fameux articles du règlement de la CAF. Avant de donner la parole à Aziz Boussa, parce que ce qui serait intéressant aussi maintenant d'analyser et d'anticiper, c'est les suites judiciaires et juridiques de cette affaire. La Fédération royale marocaine de football a réagi à cette décision du jury d'appel de la CAF par le biais d'un communiqué diffusé et publié mercredi soir. Je vous lis les extraits qui m'ont semblé être pertinents par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. La fédération tient à saluer une décision allant dans le sens du respect des règles et de la stabilité nécessaire à la bonne tenue des compétitions internationales. Dès les premiers incidents, rappelle la fédération, ayant conduit à l'interruption du match, la FRMF a fait connaître et a réitéré de manière constante sa demande, l'application stricte du règlement encadrant la compétition. La démarche engagée n'a donc jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes, mais uniquement de demander le respect des règles à la suite d'une première décision dont la FRMF avait fait appel, ce que vous nous expliquez il y a un instant. La CAF reconnaît aujourd'hui que la règle connue de tous et applicable à tous n'avait pas été respectée. C'est ce que vous nous avez expliqué à l'instant, à savoir que ce qui n'a pas été fait en première instance a finalement été corrigé en appel, c'est bien ça? En phase d'appel, oui, c'est bien ça. Il me semble que c'est un communiqué qui s'inscrit dans le fil droit de la position qu'avait prônée au tout départ la Fédération royale marocaine de football. Donc c'est un communiqué mesuré et qui insiste tout simplement sur le respect strict des règlements de la compétition et sans aucune animosité particulière. Donc ça a toujours été la position de la Fédération royale marocaine. D'accord. Le Maroc a réagi par le biais de la Fédération marocaine, mais il y a également eu une réaction sénégalaise, deux réactions d'ailleurs, une réaction gouvernementale, mais ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de cette discussion juridique, c'est la réaction de la Fédération sénégalaise, qui a donc annoncé son intention de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, pour un énième recours sur cette affaire. Et ce qui est intéressant de discuter maintenant, et je te laisse la parole à Aziz, c'est la suite au TAS. Comment ça va se passer? Alors justement, maître, la question est simple. Est-ce que la fédération sénégalaise a le droit d'aller faire un recours devant le TAS, tribunal arbitral du sport, et quels sont les éléments ou les critères de décision du TAS? Est-ce qu'ils prennent uniquement le règlement africain, c'est-à-dire de la compétition, de la confédération par laquelle vient la plainte, ou alors ils prennent d'autres considérations, par exemple le règlement européen ou asiatique ou américain? Alors déjà pour expliquer donc la position de la fédération sénégalaise sur le fait qu'elle est admise à former de recours contre la décision du jury d'appel au niveau du tribunal arbitral du sport. Donc il faut savoir déjà, peut-être nous allons rappeler un petit peu la chronologie des faits. Donc le 28 janvier 2026, le jury disciplinaire a rendu la décision initiale qui n'a pas été contestée par la fédération sénégalaise, qui a officiellement accepté et a reconnu
je dirais, le bien fondé de cette décision-là. Et dans un communiqué intervenu 2 jours plus tard, donc soit le 31 janvier 2026, donc elle avait d'accepter les conséquences et renoncer à l'appel. Mais ce qui s'est produit, c'est que la Fédération royale marocaine, dans la mesure où cette décision n'est pas à son avantage, a formé un appel devant le jury d'appel. Ce qui a changé, en fait, le positionnement juridique des parties. Donc, ce qui fait que ce qu'avait accepté au départ la Fédération sénégalaise n'a plus rien à voir avec la décision qui est intervenue au niveau du jury d'appel. Il faut également garder à l'esprit que la Fédération sénégalaise a été en position d'intimer. Ça veut dire qu'elle est défendresse en phase d'appel. Donc, ce qui fait que le rapport juridique, il change. Et à la suite de ce recours qui a été formé au niveau de la fédération marocaine, on va considérer que la fédération sénégalaise a valablement épuisé les voies de recours internes, d'accord, ce qui lui permet de saisir le TAS. Voilà, de saisir le TAS en vertu de l'article R52 du code du tribunal. Elle les a épuisés parce qu'elle a déclaré clairement, officiellement, qu'elle reconnaît le bien fondé jugement, et que donc elle s'abstient de faire appel. Donc là, elle a qu'elle épuisé. s'abstient de faire appel, mais également la position juridique, elle a changé dans la mesure où ce qu'elle avait accepté au départ n'a rien à voir avec la nouvelle décision qui était intervenue, d'autant plus qu'elle s'était retrouvée en qualité d'intimée au niveau de la phase d'appel. Très bien. Et côté marocain, avant de parler de ce qui peut se passer au niveau du TAS, c'est intéressant aussi d'anticiper tout cela. Côté marocain, qu'est-ce qu'on fait juridiquement? On prend acte de la décision et on attend la suite? Oui, bien sûr. Donc, on prend acte de la décision et on attendra la suite, comme la Fédération sénégalaise l'avait fait en phase initiale. En première instance. Voilà. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'anticiper, même si on ne sait pas de quoi demain est fait, ni comment cette procédure va se dérouler, mais d'anticiper la suite juridique de cette affaire. Est-ce que, je vous pose la question très concrètement, vous qui êtes justement avocat spécialisé en droit du sport, et peut-être qu'il y a des jurisprudences en la matière qui peuvent nous éclairer, est-ce que le TAS peut invalider la décision du jury d'appel de la CAF et donc retirer une nouvelle fois le sacre au Maroc et le redonner au Sénégal? Alors, pour répondre tout simplement à cette question, la réponse, elle se trouve au niveau de l'article R57 du Code du tribunal arbitral du sport qui consacre un pouvoir de contrôle et de révision au fond, d'accord, des décisions qui sont soumises à son appréciation. Donc, la formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. Donc, ce qui fait qu'on pourrait se retrouver avec éventuellement une décision qui serait peut-être contraire peut-être à la phase d'appel, ce qui est naturellement pas ce que l'on souhaite. Donc, elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier. Donc, voilà les possibilités clairement qui peuvent survenir à l'issue de cette procédure. Soit elle peut valider, soit invalider la décision du jury d'appel. Oui. Mais en échangeant avant cet entretien, vous me disiez qu'il y a des jurisprudences en la matière qui peuvent nous éclairer et éclairer les juges du tribunal arbitral du sport si l'affaire effectivement est portée et jugée au niveau du TAS. Oui, alors effectivement, mais bon, après c'est un petit peu délicat. Il faut savoir qu'en matière de jurisprudence du TAS, il faut savoir qu'il s'agit de sentences arbitrales et non pas de décisions judiciaires. Donc ce qui fait, il faut savoir qu'au niveau des sentences arbitrales, il n'y a pas de précédent contraignant. D'accord. Ça veut dire que les décisions émanant des sentences arbitrales qui sont rendues en fait par des juges privés, donc il ne s'agit pas de magistrats, il s'agit en fait d'arbitres, donc on parle d'arbitrage, donc ce sont les personnes qui vont statuer sur ce type d'affaires, qui vont décider de l'issue accordée à ces affaires-là, mais qui n'ont pas, je dirais, le caractère d'un précédent contraignant. D'accord. Donc, c'est pas comme dans une affaire judiciaire normale où la jurisprudence fait foi et fait loi. C'est bien ça, c'est ce que vous me dites. Oui, sur le principe, mais il faut savoir que l'une des particularités du TAS, c'est qu'on cherche à harmoniser et à préserver une certaine stabilité dans les sentences rendues au niveau des différentes formations composées d'arbitres.
Et là, dans cette situation en particulier, il s'agit en fait d'un cas d'espèce inédit, dans la mesure où même si on peut penser à titre d'exemple au cas du Wydad, au cas de la Roumanie avec l'équipe du Kosovo, peut-être le match Albanie-Serbie. Alors, on le voit à l'écran d'ailleurs, on a eu un précédent en 2015. On se souvient de ce fameux match du WAC face à l'Espérance de Tunis avec les joueurs du WAC qui se sont retirés du terrain. Et bon, vous me dites qu'il y a un autre cas de la fédération roumaine. Oui, de roumaine dans le cadre du match contre le Kosovo. Et c'était retiré. Oui, donc Et dans les trois cas qu'avait décidé le TAS? Alors déjà, le point commun entre ces trois cas d'espèce, c'est que le match a été définitivement interrompu. Sachant que dans cette situation-là, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agit d'un cas d'espèce inédit. Il y a eu un retrait. Mais le match s'est poursuivi par la suite. Mais le match s'est poursuivi ensuite. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile en fait d'estimer ou bien d'anticiper quelles seraient en fait les décisions à venir. Très bien. Et juste une dernière question rapidement. Est-ce que le TAS juge le fond de l'affaire ou la forme? Alors, au niveau, la réponse, vous l'avez au niveau de l'article R57. Donc l'information revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. D'accord, donc le TAS peut juger toute l'affaire dans sa globalité. Très bien. Dernière question, Aziz. Non, c'était la même question. Oustad n'avait pas répondu. Les grands esprits se rejoignent. Quels sont les critères sur lesquels se base le TAS? Est-ce que ce sont uniquement des critères de sport Diallo le TAS, ou alors ils reprennent ce qui vient de la confédération de laquelle est partie la plainte, ou alors il y a d'autres considérations. Il y a un mondial qui se prépare dans 3 mois. Il y a eu des cas qui ressemblent un peu au Sénégal-Maroc depuis la finale. Est-ce qu'ils peuvent avoir au TAS d'autres critères pour protéger peut-être une compétition qui serait le mondial? Alors oui, donc pour répondre tout simplement à cette question, il faut savoir qu'il s'agit déjà d'une compétition qui relève de la Confédération africaine de football. Donc automatiquement, c'est en premier lieu, c'est la réglementation de la Confédération qui va être appliquée, qu'il s'agisse des règlements de la compétition de la CAN, du code disciplinaire, des statuts de la Confédération africaine de football. Donc il s'agit, je dirais, de la base juridique qui va servir de critère afin de pouvoir rendre la décision qui sera très attendue. Très bien, donc on peut aisément anticiper, si ce que vous me dites correspond à la réalité, que les arbitres, c'est comme ça qu'on les appelle, les arbitres du TAS, vont privilégier le règlement de la CAF et les règles internes de la Confédération africaine de football pour éventuellement statuer sur cette affaire, c'est-à-dire en appel, non, mais c'est le TAS, c'est la cassation dans le monde du foot, non, c'est ça? La cassation ne revoit pas les faits. D'accord, justement, c'est pour ça que je vous ai posé la question précédente, est-ce qu'on juge le fond ou la forme? Oui, donc le tribunal ça renvoie la juridiction qui est envoyée. En fait, au office de 3e degré de juridiction. Très bien. Il faut savoir que la Cour de cassation n'est pas un 3e degré de juridiction, elle se contente uniquement de contrôler la forme et le droit, vérifier si le droit a été correctement appliqué ou non. Très bien. Cette précision était très utile, et c'est bien de conclure là-dessus, parce que beaucoup de personnes dans mon entourage, parce que depuis 2 jours, tout le monde ne parle que de cette affaire, assimilent le TAS à un tribunal ou à une cour de cassation, ce qui n'est pas forcément le cas. Ilyes Gam, merci beaucoup pour toutes ces explications, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Casablanca, spécialisé en droit du sport, et on va suivre avec beaucoup d'intérêt la suite judiciaire et juridique de cette affaire, et je vous dis à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci beaucoup. Nous, on reste ensemble pour la suite du 12-13. Dans quelques instants, on va parler des prix à la pompe qui ont augmenté ces derniers jours et de la question préoccupante des stocks de carburant au Maroc. On en parle juste après ça, tout de suite. La suite du 12-13 de Média 24. La semaine dernière, on vous annonçait une hausse des prix des carburants au Maroc. Nos prévisions se sont avérées
juste. Vous l'avez constaté dès le 15 mars dernier, le litre de gasoil coûte 2 dirhams plus cher. L'essence a vu son prix au litre grimper de près d'1,5 dirham. Alors il y a certes le contexte géopolitique, la guerre au Moyen-Orient, le choc pétrolier, le fait que le Maroc soit surtout vulnérable en tant que pays importateur de produits pétroliers, mais ces évidences à elles seules ne suffisent pas à expliquer la réalité des prix à la pompe, car il y a une autre réalité moins visible et beaucoup plus préoccupante, celle de nos stocks stratégiques d'hydrocarbures. Sont-ils suffisants pour faire face à ce type de choc? Le Maroc est-il réellement protégé en cas de crise prolongée? Eh bien, nous allons en parler dans un instant, juste après ce sujet préparé par Jihan Zien. Depuis ce lundi 16 mars, faire le plein coûte nettement plus cher pour les automobilistes marocains. À la pompe, les prix ont fortement augmenté. Le super sans plomb grimpe de 1 dirham 44 par litre. Le gasoil, lui, prend 2 dirhams de plus. Résultat, dans plusieurs stations, le gasoil tourne autour de 12,80 dirhams le litre et l'essence dépasse les 13,90 dirhams avec un écart de 2 à 4 centimes selon les distributeurs. Une évolution qui correspond aux estimations déjà annoncées par Média24. Pourquoi cette hausse? Elle s'explique par l'augmentation des prix à l'international, qui elle-même s'explique par les tensions géopolitiques et les conflits internationaux qui perturbent le marché pétrolier. Entre le 20 février et le 12 mars, les cours des carburants raffinés, mesurés par le Platts, ont fortement progressé, dépassant les $1 100, une hausse qui se répercute directement à la pompe et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Avant, avec un prix moyen autour de 10 dirhams 80, un plein de 50 litres de gasoil coûtait environ 540 dirhams. Aujourd'hui, ce même plein atteint près de 640 dirhams, soit une hausse d'environ 100 dirhams. La hausse des prix a provoqué diverses réactions chez les automobilistes marocains. زيادة ديال الأسعار في المحروقات دائما كنتفاجئوا بها لأن كل كيتكلم على الحرب ديال إيران وكنعرفوا حنا سابقا كانت حروب في العراق وكانت حروب كذا ولكن ما كانش كيرتفع السعر ديال المحروقات بهذا الثمن. كنقولوا واحد القضيه كان صندوق المقاصه هو اللي كيلعب هذا الدور ملي كترتفع الاسعار وهذه كان هو اللي كيحمي القدره الشرائيه ديال المواطنين. كان واحد الشخص كيتغنى بانه قطع داك صندوق المقاصه ورفع الدعم على المحروقات. اليوم حنا كنشوفوا الجيوب ديال المغاربه كتحرق. شي فور مهني ديال الطاكسي كبيره في مدينه سلا. خويا هاد الزياده هذه اش غنقول لك؟ هاد الزياده غير مشروعه اصلا. هاد الزياده ما خصهمش يزيدوها. عرفتي علاش؟ اولا الحرب في ايران ماشي في المغرب. ثانيا قال لك عندنا ستوك الكافي. هاد الزياده هذه غير خارجه اطار الحرب. وهاد الزياده خيره الصراحه، راه زياده مهوله والصراحه ما جاتش فوقتها. اصلا كاين واحد الارتفاع حنا كنعيشوا حاليا سوا رمضان راك عارف الخضره كلشي طالع، الحوت طالع، وزيد عاوتاني حتى المازوت. تنعتبر انا ضربه قاضيه للمواطن. Mais au-delà des prix, une autre question se pose, celle des stocks stratégiques. Pour éviter les ruptures d'approvisionnement, mais aussi pour atténuer l'impact des hausses des prix, les distributeurs sont censés maintenir environ 60 jours de stock, un niveau censé protéger le pays en cas de crise. Mais en réalité, ce seuil est loin d'être atteint. Selon les derniers chiffres officiels, le Maroc tourne actuellement autour de 30 jours de réserve, parfois moins. Alors pourquoi le pays reste-t-il encore loin de cet objectif stratégique ? Et c'est la question que nous allons aborder justement maintenant. Pourquoi le Maroc n'atteint pas le stock stratégique minimal de 60 jours de consommation d'hydrocarbures? Est-ce un problème technique, économique ou politique? Eh bien, toutes ces questions ont fait l'objet d'un article publié le 14 mars dernier par Média24 et on vous en parle maintenant dans l'Instant Média24. Et pour en parler, je reçois à distance Ghassan Wael El-Karmouni, journaliste à Média24 et auteur de cet article intitulé « Hydrocarbures, pourquoi le Maroc n'atteint pas le stock stratégique minimal ». Ghassan, bonjour, ou marhaba bik معنا في le 12-13. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, j'ai sous les yeux Ghassan Wael El-Karmouni, le chapeau de cet article que j'ai lu avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. 60 jours, c'est le seuil légal de stock de sécurité en hydrocarbures que le Maroc n'a jamais respecté depuis l'adoption de sa stratégie énergétique en 2009. 15 ans
dis-tu, 2 lois, des dizaines d'annonces et plusieurs crises plus tard, la moyenne nationale stagne à 30 jours ou en dessous. Alors, il y a dans cet article, Ersen, une idée que je retiens parmi toutes les idées développées. Tu dis que ce n'est ni un problème technique, ni conjoncturel, mais bel et bien un problème éminemment politique, juridique et économique. Alors concrètement, Ersen, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la situation actuelle et comment en sommes-nous arrivés là? En fait, ce problème est assez récurrent. Dès qu'il y a hausse ou des chocs, on voit très très bien qu'on se pose la question sur est-ce qu'on a des stocks ou pas, est-ce que c'est suffisant ou pas. Donc c'est un problème qui s'est installé un peu dans le débat public depuis quelques années, surtout depuis la libéralisation des prix des hydrocarbures en 2015. Mais bien avant, en 2009, c'est-à-dire que la Cour des comptes avait déjà spoté que depuis 2009, le Maroc n'a jamais respecté cette obligation légale d'avoir 60 jours de stock et même avant. C'est-à-dire que la Cour dit aussi que normalement la loi qui date de 1973 n'a jamais été appliquée. Cette loi a prévu une sanction de 5 dirhams par mètre cube de déficit de stockage pour les distributeurs d'hydrocarbures, mais cette loi n'a jamais été appliquée. C'est-à-dire que d'une part, nous avons une loi qui est un peu, on a une libéralisation des prix, c'est-à-dire que les opérateurs, appliquent directement les hausses qui sont libres d'importer, pas importer. En quelque sorte, puisque la sanction qui est prévue n'est pas appliquée. Alors qu'ils se font des marges, qu'il y a eu pas mal de niveaux d'aide pour le stockage, etc. Donc, concrètement, on est en dessous des 60 jours légales, oui. Et surtout, on est autour de 30 jours. C'est un dysfonctionnement, c'est pas un dysfonctionnement technique, c'est que il y a des lois qui ne sont pas appliquées, donc on a fait le choix de ne pas les appliquer. Il y a eu un décalage entre la libéralisation qui a été faite en 2015 et l'entrée en application d'une régulation qui n'a jamais vu le jour jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a complété la loi de 73 avec la libéralisation, mais qu'on n'a pas mis en place les organes coercitifs en fait pour faire appliquer cette loi, même si la sanction elle existe théoriquement. Oui. Donc donc il y a toujours durant au moins les 3 gouvernements successifs, on était incapable. C'est pour ça que je dis que c'est aussi politique, c'est qu'on a été incapable d'appliquer la loi ou de la rendre applicable. Et donc, du coup, il y a un problème politique fondamental. C'est-à-dire que pourquoi on va favoriser ou bien prioriser la libéralisation sans la régulation des prix des hydrocarbures et qu'on n'ait pas d'outils de coercition pour faire appliquer la loi. On va venir aux responsabilités des uns et des autres, et c'est une question très importante qu'on doit se poser, mais le plus fou, moi, dans cette histoire, ce que je retiens aussi, c'est que les capacités de stockage, elles existent, on va le voir d'ailleurs, je pense à l'écran, mais ces capacités ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Alors comment on peut avoir les infrastructures sans avoir les stocks qui suivent et qui vont avec? Comment tu l'expliques, ça? Je pourrais l'expliquer d'une manière brutale, c'est-à-dire que stocker coûte de l'argent et distribuer rapporte, c'est-à-dire que les opérateurs de distribution des hydrocarbures adoptent un modèle de flux plutôt un modèle de stock. Et voilà, donc ils font tourner leur stock au minimum, au plus près de la demande, pour qu'il n'ait pas des frais supplémentaires ou bien qu'ils ne subissent pas de contre-coup, par exemple, s'il y a des chocs, par exemple. Parce que stocker, ça veut dire que si les stocks, les cours, s'il y a une transformation des cours très rapidement, ça risque d'impacter leur rentabilité, en plus de tous les frais financiers que ça implique. C'est-à-dire que avoir 60 jours de stock d'une manière continue coûte beaucoup d'argent, alors que on préfère avoir des stocks, une rotation de stock assez rapide pour ne pas
pour gagner de l'argent Oui. tout en minimisant Et les pertes c'est là, potentielles. Sam, qu'on voit que c'est aussi, bon, tu as parlé de l'aspect politique du problème, mais c'est aussi un problème économique, parce qu'effectivement, la logique de marché, qui est celle des opérateurs privés du secteur, est complètement incompatible avec l'enjeu stratégique de souveraineté énergétique qui doit être prôné par l'État. Exactement, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'on a libéralisé, qu'on a donné la main aux opérateurs pour qu'ils gèrent ce secteur-là, mais sans qu'ils aient de réelles contraintes de garantie ou bien de sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire que le fait que même la ministre ou bien les différents ministres et même les différents rapports qui ont été faits, que ce soit le rapport de la Cour des comptes ou du Conseil de la concurrence, ou même les déclarations des ministres successifs, que ce soit au Parlement ou ailleurs, qu'ils reconnaissent qu'il y a un non-respect de la loi est problématique. C'est-à-dire qu'on assume qu'il y ait libéralisation sans régulation, et sans contrainte majeure. Donc effectivement, il y a eu des promesses qui n'ont pas été respectées. Par exemple, les opérateurs s'étaient engagés dès 2018 à investir 10 milliards de dirhams sur 5 ans pour assurer cette capacité de stockage. Alors que la Cour des comptes dit que seulement que les investissements effectifs étaient de 789 000, plutôt c'est le Conseil de la concurrence qui a dit que l'investissement effectif était de 789 millions. C'est-à-dire on voit clairement qu'il y a un décalage entre les engagements, que ce soit légaux ou bien même les engagements, on va dire, moraux des opérateurs qui ne sont pas réalisés. Il y a un décalage entre les engagements et la réalisation. Et alors cette situation pour le moins tendue, ce choc énergétique mondial qui nous impacte directement, a également relancé le débat autour de la nécessité pour un pays comme le Maroc de rouvrir ou pas une raffinerie sur le territoire national. On pense naturellement à la Samir du côté de Mohammedia. Et la semaine dernière, on en parlait dans cette même émission avec un expert en énergie et en géoéconomie, Anas Abdoul, qui nous disait que pour un pays importateur de produits pétroliers, disposer d'une raffinerie dans le contexte géopolitique actuel n'était ni obligatoire ni pertinent d'un point de vue stratégique. Mais dans ton article, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu pointes du doigt justement le fait que ce dossier n'ait pas été complètement clos d'une manière ou d'une autre, et que la Samir aurait pu jouer un rôle bénéfique en matière de gestion et de sécurisation des stocks d'hydrocarbures pour un pays comme le Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, il faut revenir un peu à l'histoire de la création de la Samir. Moi, je suis pas du tout d'accord avec de dire que stratégiquement, c'est pas important d'avoir une raffinerie. Encore moins quand on dit que stratégiquement, c'est pas important pour un pays qui importe, qui n'a pas de production locale. C'est justement la décision qui a été prise de créer la Samir en 1959. C'était justement pour faire face à ces perturbations, parce que même si le Maroc n'est pas producteur de pétrole, mais le fait de détenir une raffinerie lui permet justement plusieurs objectifs. C'est-à-dire que la première chose, c'est elle sert de tampon, parce que le cycle de production d'une raffinerie, il est autour de 40 jours. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'avoir au minimum 40 jours de feedstock et de brut pour pouvoir les processer. Donc du coup, ça permet d'avoir un tampon de au moins 40 jours entre le choc et le choc pétrolier et les effets directs. On a aussi, elle a aussi une capacité de stockage de produits finis. C'est-à-dire qu'on a, juste pour donner un ordre de grandeur, à la base, la Samir, pendant sa fermeture, au moment de sa fermeture, elle mobilisait quasiment 50% des capacités de stockage du Maroc. C'est-à-dire que c'était 2 millions de mètres cubes de produits pétroliers qui étaient stockés, ou bien dont la Samir avait la capacité de stock, en plus de tous les navires, puisqu'elle est reliée directement par pipe
en haute mer. Donc, on pouvait très bien capter une capacité supplémentaire, que ce soit en produits finis ou bien en produits blancs. Donc c'était pensé pour être un outil de souveraineté, un outil de sécurité énergétique, et ça permettait aussi de diversifier les marchés. Maintenant, ce dont, avec quoi je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Abdoun, c'est qu'effectivement, maintenant, on va vers des très, très grandes capacités de raffinage, notamment en Inde et dans d'autres pays. Oui, il avait même comparé, pardon, je te coupe, Ressel, mais il avait comparé, c'est vrai que l'image est saisissante, il nous disait que les raffineries qu'il a pu visiter dans des pays du Golfe au Moyen-Orient, c'était l'entièreté de la ville de Mohammedia, c'était pas que la Samir, c'est vrai qu'on est à des échelles complètement différentes. C'est ça, c'est une économie d'échelle, mais même pour un pays, c'est-à-dire que pour un pays qui en détient un, il pourrait diversifier ses sources d'approvisionnement. C'est-à-dire que on pourrait, il y a énormément de navires, de tankers qui passent par les côtes atlantiques marocaines. Donc, on pourrait avoir diverses sources au lieu de se focaliser, par exemple, sur les sources du Moyen-Orient ou bien sur les raffineries du Moyen-Orient ou bien d'Inde ou européennes. On pourrait avoir du pétrole brut. Et en plus de ça, c'est-à-dire que on a aussi une agilité, parce que c'est un outil industriel. On a une agilité de production, de diversification des produits et d'ajuster aussi la demande, l'offre de produits raffinés à la demande. Par exemple, quand il y a eu le problème avec le kérosène, on pouvait avoir maximisé la production de kérosène pour faire face. C'est-à-dire que ça, on est en train de parler d'un outil industriel de souveraineté. On n'est plus en train de parler d'un marché. Et c'est là où je suis pas du tout d'accord avec l'intervention de M. Abdoun, parce que stratégiquement, c'est important d'avoir une raffinerie, ne serait-ce que d'un point de vue de souveraineté, de sécurité, et aussi d'un point de vue économique. C'est-à-dire que moi, je fais la différence entre la rentabilité financière intrinsèque d'avoir ou pas cette raffinerie, mais je parle en termes de souveraineté, en termes économiques et stratégiques globales. Le temps passe très vite. J'ai une dernière question à te poser, Ressam, parce que c'est une question aussi qui émerge quand on lit ton article. C'est est-ce qu'on peut véritablement laisser un secteur aussi stratégique que celui de l'énergie et des hydrocarbures fonctionner dans un marché comme celui du Maroc sans contrainte réelle? Et là, la question que j'ai envie de te poser, à l'issue de ton travail, quand tu as publié ton article, qui est selon toi le ou les premiers responsables de cette situation? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les opérateurs? Est-ce que c'est les deux? Moi, je pense que tout le monde est responsable. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité du législateur qui n'a pas réussi à sortir tous les textes d'application de la loi. Il y a une défaillance de gouvernance et on va dire, de régulation de la part de l'État qui laisse un peu... qui a délégué en fait la sécurité de l'approvisionnement au marché, et aussi une logique, on va dire, d'extraction de rente de la part des opérateurs qui ne respectent pas finalement leurs obligations de sécurité d'approvisionnement, puisque, comme on a vu, il a suffi de 15 jours d'intempéries au large de Mohammedia, de Jorf el-Sfar, pour que le Maroc annonce, et c'était la honte publique, annonce qu'il était dans l'incapacité de ravitailler les avions sur son sol. Ouais. Donc c'est vraiment... et là, on parle de 15 jours. On parle pas de 2 mois ou bien d'un mois. C'est-à-dire, c'était 15 jours, on suffit à mettre le Maroc à genoux, et ça, c'est très grave. Eh bien, pour comprendre en détail les mécanismes, les responsabilités, les blocages qui nous ont menés à cette situation, je renvoie les téléspectateurs du 12-13 de Média 24 à l'article que tu as rédigé, Ressam, et réservé aux abonnés, intitulé « Hydrocarbures, pourquoi le Maroc n'atteint pas le stock stratégique minimal ». Merci, Ressam, pour toutes ces précisions. Tu étais en ligne et à distance avec nous. La prochaine fois, Inch'Allah, ce sera dans le plateau du 12-13 de Média 24 avec à plaisir. Casablanca. Merci, Ressam, et à bientôt. Merci, au revoir. Nous, on reste ensemble pour la suite du 12-13. On se retrouve juste après cette toute petite pause. À tout de suite.
retour sur le plateau du 12-13 de Média 24, toujours avec Aziz Boustaï. On va parler à présent business, car lever des fonds reste l'un des moments décisifs dans la vie d'une start-up. Et quand une jeune fintech marocaine réussit à lever près de 4 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, eh bien cela mérite qu'on s'y arrête un petit peu. C'est ce que vient de faire la start-up marocaine Waffar, une start-up lancée en 2021 avec une idée simple mais ambitieuse, digitaliser les épiceries traditionnelles marocaines Moul Hanout et les transformer en point d'accès à des services financiers au quotidien. Aujourd'hui, la plateforme revendique près de 20 000 commerçants partenaires à travers tout le Maroc et permet notamment de proposer des promotions sur les recharges téléphoniques et certains produits de grande consommation. La récente levée de fonds doit permettre à Waffar d'accélérer son développement et d'élargir son offre de services financiers, mais au-delà de l'annonce, plusieurs questions se posent. Comment une start-up marocaine parvient-elle à convaincre des investisseurs à ce niveau? Et qu'est-ce qui fait la différence lorsqu'on cherche à lever plusieurs millions de dollars? Quel état des lieux objectifs peut-on aussi faire de l'écosystème fintech marocain? Nous allons en parler avec Smaïl Bargache, cofondateur et CEO de Waffar. Il est l'invité de Média 24. Smaïl Bargache, bonjour. Marhaba bik معنا dans le 12-13 de Média 24. Bonjour, Allah يبارك فيك. Alors, on va parler de Waffar, Aziz Boustaï également à ma droite. Salut Aziz. Bonjour. Waffar qui vient de lever près de 4 millions de dollars, une levée de fonds, on dit de seed, hein, on va utiliser le jargon des start-upers marocains, et c'est une opération menée par des investisseurs importants comme, alors vous me dites si je prononce bien le nom des investisseurs en question, Lofty Inc Capital, Atijari Wafa Ventures et AI Almada Ventures. Vous savez que l'intelligence artificielle nous retourne le cerveau, mais c'est Almada Ventures. Alors la première question est très simple, Smaïl Bargache. Comment ça s'est fait? Comment fait une start-up marocaine pour lever 4 millions ou presque de dollars auprès d'investisseurs institutionnels dans un marché comme celui du Maroc? Il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est du point de vue purement logistique et technique, et la seconde, c'est davantage du point de vue de ce qu'on appelle dans notre jargon l'equity story. Du point de vue logistique et technique, c'est assez simple. Il faut trouver ce qu'on appelle un leader. Le leader en question, qui est Lofty et Almada et Tijari, qui se sont joints ensuite au lead de ce round. Lofty, on les a rencontrés au JTEX l'année dernière. Donc des discussions qui ont commencé dans l'investor lounge du JTEX. Et puis ensuite, vous avez d'autres fonds d'investissement qui entendent parler, parce que les fonds d'investissement se parlent beaucoup d'entre eux, en particulier pour ceux qui ont un mandat d'investissement en Afrique, ils se connaissent à peu près tous. Ils discutent entre eux. Assez rapidement, il y a les fonds qui ont collé de le round, qui se sont rendus compte qu'on était d'une part dans leur thèse, d'autre part dans leur géographie, d'une troisième part, ils s'inscrivaient parfaitement dans l'écoute historique qu'on s'est mis à raconter. Et puis ensuite, les discussions se sont faites pour que le round puisse aboutir il y a quelques mois. Ça a duré combien de temps? De bout en bout, ça a duré un peu moins de 6 mois. Un peu moins de 6 mois. Environ 5 mois. Et concrètement, comment on arrive au point de chute qui est d'avoir l'accord final et de lever ces 4 millions de dollars? Est-ce que c'est des réunions? Est-ce que c'est des pitchs qu'il faut répéter auprès des investisseurs concernés? Comment ça marche concrètement? Oui, en effet. C'est-à-dire que ce qui se passe en général, c'est que durant toute sa durée de vie, la startup pitch. Elle pitch en permanence. Même si vous n'êtes pas officiellement en levée de fonds, vous êtes systématiquement sollicité par des fonds d'investissement qui ont le mandat sur votre géographie, donc des fonds d'investissement qui regardent l'Afrique, pour savoir ce que vous faites. Et en règle générale, ils vous disent, écoute, si c'est pas le moment pour toi, ou alors si c'est pas le moment pour nous, on continue de garder contact, envoie-nous des mails à intervalles réguliers, etc. Donc, tout au long de la vie de la startup, le fondateur parle à des fonds. Moi, le round vient d'être fait. J'ai passé les quelques dernières semaines, même pendant Ramadan, à parler à différents fonds qui sont intéressés à ce qu'on a fait. Par la suite, quand on discute avec l'un d'entre eux et qui décide de l'idée un round, ce qu'on appelle un round pricé, c'est-à-dire qu'on a réellement valorisé l'entreprise. Ce qui se passe en général, c'est qu'ensuite il y a une phase de due diligence, c'est-à-dire un audit de l'entreprise. Ce qui se passe en général dans cette phase d'audit, c'est que l'entreprise vient le fonds vient dans les locaux de l'entreprise, regarde votre manière de travailler,
rencontre vos clients. Par exemple, nous, on est sortis sur le terrain avec les fonds d'investissement, on est allé rencontrer réellement des épiciers. Et pour la petite anecdote, le moment où pour nous ça a été le plus facile de déclencher la décision chez les fonds d'investissement, c'est justement quand ils rencontraient l'épicier, parce que ça devenait hyper concret, parce que l'épicier devenait une manière pour nous d'argumenter qui était complètement évidente, parce qu'ils le voyaient fonctionner avec l'application, ils voyaient de manière très concrète la valeur qui était créée pour l'épicier. Oui, parce qu'avant l'expérience sur le terrain auprès des épiciers, ça reste, mais du blabla. Absolument. Parce que ça reste une idée, une application, et vous essayez de convaincre un investisseur potentiel d'investir dans votre startup. Mais quand il voit de ses propres yeux, effectivement, que derrière l'idée, il y a du concret, peut-être que c'est là où le point de bascule intervient et que la décision d'investir est actée, il me semble. Surtout quand vous êtes dans un environnement où tout le monde dit qu'il parle à l'épicier. Et où très souvent, beaucoup d'entrepreneurs sont extrêmement créatifs pour vous mettre en avant ce qu'on appelle des vanity metrics, c'est-à-dire des KPI, des données, des indicateurs qui sont vrais mais non pertinents et donnent une vue biaisée de la réalité de l'entreprise. Par exemple, j'ai tant de téléchargements, ou alors ils vont vous dire j'ai tant d'épiciers, mais c'est tant d'épiciers sur les 3 ans qui sont passés. Nous, systématiquement, ce qu'on a fait quand on a parlé d'épiciers qui utilisaient notre application, on en a parlé d'un point de vue mensuel. D'un point de vue mensuel, ça veut dire qu'entre le premier et le dernier jour du mois, un épicier a au moins fait une transaction pour qu'on comptabilise. Voilà. Donc, vous avez parfaitement raison. Et l'une des étapes que j'ai oubliées, qui est très importante, avant la due diligence, c'est ce qu'on appelle la term sheet. La term sheet. Ouais. La term sheet, la traduction en français, c'est la feuille de route. C'est un document qui est signé entre l'entreprise et le fonds d'investissement pour dire voilà, on est d'accord qu'on va faire une levée de fonds, et on met les quelques points qui sont très importants et qu'on va observer pendant toute la phase de due diligence et ensuite de closing, comme par exemple le montant, la valorisation, quelques clauses qui vont être sur la documentation, etc. Ce qui est bien, Aziz, avec les start-upers, quand on en rencontre un, c'est qu'on apprend des nouveaux mots. Et ça enrichit notre vocabulaire. Mais il y a des éléments... On n'est pas toujours sûr de les comprendre. Oui, c'est vrai. Mais justement, il y a aussi un travail de vulgarisation qu'on va essayer de faire. Uniquement les épiciers, vous n'êtes pas parti sur d'autres commerces aussi, les boulangers, les bouchers, tous les commerces de proximité. En fait, on n'a pas que des épiciers. La majorité sont des épiciers, mais le reste des commerces, c'est des commerces qui sont plus des commerces à forte rotation. Donc, par exemple, des attars, des électros, ce genre de choses. Le pourquoi de la question, c'est parce qu'en fait, le service financier, c'est un service à très forte rotation. Et en fait, les épiciers en particulier sont des business qui sont des petites échoppes qui sont designées pour ce genre de transactions. Ils sont en contact avec leur zone de chalandise de manière pluri-quotidienne. Ils ont l'habitude de faire des transactions très rapides. Quand vous faites une transaction financière, c'est une commodité. Il faut que ça soit très rapide, très efficace. Et il faut que le réseau soit très capillaire. Et donc, quand vous montez votre offre, elle est montée de manière elle est designée, elle est conçue pour qu'elle soit le plus accessible possible à ces épiciers. On va parler de l'idée de départ de Wafar et de business model, mais je reste sur les questions liées à l'argent, puisqu'il y a quelques semaines de cela, on recevait, tu te souviens, Aziz, un entrepreneur qui, lui, s'y connaît en matière de levée de fonds. Il s'appelle Monsef Berkhiat, et je lui ai posé une question très simple. Je lui avais posé la question suivante. Comment vous faites, tout simplement? Parce qu'on a l'impression de prime abord que c'est très simple, en fait, pour lui, en tout cas dans son cas de figure, de lever de fonds. Ce à quoi il m'avait répondu, je me souviens, Aziz, qu'il suffit de commencer. Alors, on a en face de nous un jeune entrepreneur, qui, c'est pas la première levée de fonds, mais quand même à l'échelle d'une vie, vous êtes, on va dire, au début de l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que cette analyse ou cette conclusion correspond, selon vous, à la réalité? Est-ce que vous pensez justement que ce sera beaucoup plus simple à l'avenir? Moi, si on parle purement du point de vue des startups, ce que je pense, c'est qu'on est dans une configuration au Maroc où la prolifération d'investissements se fait quand vous avez beaucoup de deal flow. Le deal flow, c'est les startups investissables, et ensuite beaucoup d'investissements. C'est-à-dire que c'est une logique qui est bicéphale, et pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'investissements et que l'investissement soit plus facile, il faut que vous ayez les deux communautés qui progressent, et plus vous avez de transactions, plus les transactions se font de manière facile et évidente. Aujourd'hui, on est dans une configuration où il y a de l'argent au Maroc, et cet argent a beaucoup de mal à trouver son deal flow.
Et donc, quand vous parlez aux investisseurs, ils vous disent on a du mal à trouver du flow. Quand vous parlez aux entrepreneurs, ils vous disent on a du mal à lever de l'argent. La réalité, c'est que du point de vue du côté fourniture de deal flow, supply en deal flow, on a encore un énorme problème au Maroc, c'est qu'on a un coût d'opportunité qui est très important. C'est-à-dire que les gens qui dans le spectre d'analyse d'un fonds d'investissement sont les gens sur lesquels ils doivent miser, ont des perspectives au Maroc qui sont en général très enthousiasmantes. Ils peuvent très bien gagner leur vie sans prendre trop de risques, avoir une vie très agréable, avec un niveau de vie modulo le salaire qui va être très bon. Donc en fait, le fait de faire le saut et de commencer à faire de la start-up, c'est pas encore quelque chose qui est évident. Et si on essaye de regarder vraiment le fond du pourquoi de cette question, c'est parce qu'on a tous une aiguille dans le cœur qui oscille entre risque et ambition. Et aujourd'hui, le Maroc est fait pour qu'elle aussi plus facilement vers le risque en se disant donc non, j'y vais pas, plutôt que vers l'ambition en se disant oui, j'y vais. Et la meilleure manière de répondre à cette question, c'est de créer des succès. C'est de montrer qu'au Maroc aussi, le fait de faire des startups, c'est quelque chose de parfaitement possible, faisable. Et pour réussir à faire ça, il faut réussir à faire des très grosses boîtes qui font des très gros succès et qui soient visibles pour tous ceux qui aujourd'hui ont cette aiguille qui vit aussi encore vers le risque, pour la faire aussi davantage vers l'ambition. Et je pense que dans les années à venir, ça va se faire. Donc, pour répondre de manière très concrète à votre question, je pense que les choses vont s'améliorer dans le futur proche. Pourquoi ? Parce qu'on a une stratégie qui a été mise en place et qui, de mon point de vue, est très pertinente, qui est celle qui a été mise en place par le ministère de l'économie numérique et le fonds Mohamed VI, qui est de dire, on va mettre des véhicules d'investissement à différents stages. Et en gros, on va, d'une part, mettre à disposition de l'argent pour ceux qui souhaitent faire de la start-up avec un filtre de sélection qui est relativement élevé. Et ensuite, pour ceux qui arrivent à s'en sortir, on va mettre beaucoup d'essence dans le réservoir. On a beaucoup d'argent qui va arriver via des fonds de capital risque. Alors revenons aux 4 millions, à quoi ça va servir ? En général, les start-up lèvent de l'argent pour deux choses, des salaires et du marketing. Et nous, on ne va pas déroger à la règle, ça sera du salaire et du marketing. Tout simplement. Voilà. Bon. On va parler maintenant du business model et à quoi sert Wofar, parce que peut-être que les uns et les autres ne savent pas à quoi sert exactement et précisément cette start-up. L'idée de départ, c'est de moderniser, de digitaliser en quelque sorte les commerces de proximité. Et l'idée, c'est de les transformer en points d'accès à des services financiers numériques. C'est bien ça. En effet. Alors, comment est née l'idée et comment ça marche concrètement, avec des mots simples ? En vrai, l'idée, c'est pas de digitaliser Moulhan. L'idée de base, c'est de contribuer de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on a réussi à faire jusqu'aujourd'hui au Maroc à l'inclusion financière. Nous, ce qu'on pense, c'est que si l'inclusion financière se fait, d'une part, on arrive à faire un gros business et d'autre part, on rend un grand service au pays. Donc, notre but, c'est deux choses. C'est de faire une très belle boîte, mais c'est aussi d'avoir une posture absolument patriotique quant à ce qu'on est en train d'essayer de construire. Pourquoi Moul Hanout ? Moul Hanout, pour une raison très simple, c'est que Moul Hanout est le système de distribution le plus efficace de notre pays et le plus efficace du monde émergent. Aujourd'hui, vous prenez le FMCG, les biens de grande consommation, malgré toutes les enseignes qu'on voit proliférer un peu partout dans le pays, Moul Hanout, c'est 85% du volume des ventes. Et aujourd'hui, en plus, on est dans une... Alors, pardon des anglicismes, je vais en faire un petit peu, je vous prie de m'en excuser, mais quand on regarde le milieu des services financiers, dans le jargon startup, on appelle ça une industrie network effect driven. Network effect, c'est en fait, c'est le mot magique dans la Silicon Valley, dans le monde de la startup. C'est cette idée qui consiste à dire que plus vous avez une taille critique, plus ce que vous faites, d'une part, est plus accessible pour ceux qui ne l'ont pas encore consommé, et d'autre part, qui crée une barrière à l'entrée plus élevée pour des concurrents potentiels. Je prends un exemple concret. Quand vous êtes, par exemple, une boîte de ride-hailing dans une ville, en fait, à partir du moment où vous avez la majorité des chauffeurs dans la ville, vous faites venir la majorité des clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la qualité de service passe par la quantité de chauffeurs qui sont dans la ville. Donc, plus vous avez de chauffeurs, plus vous avez de clients. Plus vous avez de clients, plus c'est facile de faire venir des chauffeurs parce que les chauffeurs sont bien rémunérés avec la quantité de clients. Plus vous avez de chauffeurs qui viennent, plus c'est facile de faire venir des clients. Cet exemple, on peut le faire pour ceux qui font du food delivery. Plus vous avez de restaurants, plus vous avez de livreurs, plus vous avez d'offres et plus vous avez de capacité logistique pour faire venir cette offre. C'est le même modèle que vous voulez reproduire. C'est pas le même. Voilà. Ouais. Mais comment ça marche concrètement, avec des mots simples ? Comment l'épicier utilise Wofar ? Comment le consommateur utilise Wofar ? Qu'est-ce que les entreprises, les fameux FMCG, ont à gagner à prendre part à cette opération concrètement ? Nous, les FMCG ne font pas partie de notre modèle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet au petit épicier de vendre
aujourd'hui, on a commencé avec un seul service qui est le crédit téléphonique, mais notre vision, c'est celle qui consiste à permettre à l'épicier de vendre tout le spectre des services financiers hors dette. C'est-à-dire concrètement, vous voulez transférer de l'argent, il peut vous transférer de l'argent. Vous voulez ouvrir un compte, il peut vous ouvrir un compte. Vous voulez installer une application mobile que vous pouvez recharger et décharger chez lui, vous pouvez le faire. Vous voulez payer une facture d'eau, d'électricité, vous pouvez le faire chez lui. Aujourd'hui, c'est opérationnel. Ce sera opérationnel dans quelques jours. Non, mais aujourd'hui, à quoi sert l'application Offer? La question est très simple. Je vous prie de m'excuser. Oui. J'ai du mal à vous suivre ce matin. Votre cervelle va trop vite pour moi. Ouais, bon, c'était les derniers jours du mois de Ramadan. Je vous excuse. Moi, ce que je pense, c'est que c'est votre intelligence incroyable. J'ai beaucoup de mal à vous suivre. Aujourd'hui, Offer, c'est une application. Soyez indulgents. C'est à lui d'être indulgent par moi. Alors, à quoi ça sert? Ça sert uniquement à l'épicier à vendre du crédit téléphonique. Comme vous le savez, les Marocains, pour la très grande majorité d'entre eux, achètent leur crédit téléphonique chez Moul Hanout, parce qu'ils sont en prépayé. Et aujourd'hui, Moul Hanout peut utiliser différentes méthodes pour vendre ce crédit téléphonique. L'une d'entre elles, c'est Offer. Voilà. D'accord. Et donc, plus besoin de se déplacer chez Moul Hanout pour recharger le téléphone et tout. On peut faire ça à partir de son smart, à partir de chez lui. Non, alors, le déplacement, il est toujours obligatoire. Alors, nous, nos clients, c'est Malil Houant. C'est-à-dire que c'est Moul Hanout qui utilise notre application pour vendre à ses clients les recharges téléphoniques. Ah. Voilà. Bon, vous êtes à peu près à 20 000 commerçants partenaires, c'est ce que vous me disiez. Mensuellement actifs. Mensuellement actifs. Vous tenez à cette précision. J'ai remarqué que vous lancez pas mal de pics à d'autres, c'est ce que j'ai compris, hein, d'autres applications et d'autres startups qui, selon vous, peut-être bidouillent un petit peu les chiffres. L'objectif, bon, on va revenir à l'objectif, mais comment on arrive à constituer ce réseau de 20 000 Moulin Houant? Comment vous faites pour aller les approcher, pour les convaincre d'utiliser l'application? Est-ce qu'ils y trouvent leur compte? Comment vous faites? Le plus gros levier d'acquisition, c'est de faire quelque chose qu'ils veulent utiliser. C'est ça le plus gros levier. Ensuite, la logistique qu'on met derrière, c'est une commodité. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire un produit que eux ont envie d'utiliser. Pour qu'ils aient envie d'utiliser, il faut que ce produit soit créateur de valeur. La chose qu'on fait vraiment, c'est c'est qu'on a réussi à faire une application qui est rentable pour Moul Hanout, et en plus d'être rentable, qui est plus simple à utiliser et plus optimisée pour son besoin en fond de roulement que ce qu'on appelle encore aujourd'hui la DOM. La DOM, ce sont les 3 téléphones très anciens qu'il utilise pour mettre des codes USSD pour vous envoyer la recharge téléphonique. Pourquoi la DOM? Bon, c'est le terme que ça a sur le marché, c'est okay. pas de moi. Ok, d'accord. Mais ça ne répond pas à ma question. Comment vous faites pour les convaincre? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est automatique? Il suffit de leur montrer leur intérêt peut-être financier et ils acceptent automatiquement, ou est-ce que c'est compliqué parfois? Oui, absolument. Moul Hanout, c'est un acteur économique extrêmement rationnel. Il a une contrainte, c'est qu'il doit payer son loyer, puis il doit payer ses marchandises, et par conséquent, il est obligé de faire un profit avec ce que vous lui proposez. Je pense que, en plus du simple profit, nous, ce qu'on a fait, c'est que l'un des points qui est très fort dans notre proposition de valeur, c'est qu'au lieu d'avoir 3 téléphones, et donc il faut un crédit par téléphone, il doit aller chez le grossiste, acheter un peu de crédit pour opérateur 1, opérateur 2, opérateur 3. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, il y a un seul crédit, tu peux l'utiliser pour les 3 opérateurs, et ce même crédit, dans les quelques prochaines semaines, tu pourras l'utiliser pour les 3 opérateurs, pour faire des paiements de factures, pour faire du transfert d'argent, pour faire du cash-in, cash-out sur des comptes bancaires. D'accord. Voilà. Et comment il gagne de l'argent? À chaque fois qu'il fait une transaction, c'est une commission? Il gagne une commission. Comment Offer gagne de l'argent? Une commission? C'est la même chose. C'est le modèle en général. Ok, très bien. Alors, vous travaillez aussi avec des marques de grande consommation ou pas? Non. Est-ce que c'est prévu ou pas pour Non. Parce que ce que vous me disiez, je vous rappelle d'une discussion qu'on a eue, c'est que, et vous avez raison là-dessus, c'est que les marques de grande consommation font du marketing et des opérations promotionnelles facilement dans les grandes surfaces. Sauf que les Moulin Houant et les épiceries, les commerces de quartier représentent combien, vous m'avez dit? 85%. 85% des ventes de ces produits-là. Absolument. Et les marques urbains, 85%. Oui. Et les grandes marques n'ont pas la possibilité, je pense, à moins que ce soit le cas, d'opérer les mêmes offres promotionnelles et les mêmes opérations de marketing auprès de ces épiciers. Est-ce que vous ne pouvez pas justement profiter de ce créneau-là pour mettre en lien les deux mondes? C'est un problème très complexe à régler. Celui qu'on essaie de régler est également très complexe. Si on se met à essayer de régler tous les problèmes complexes, on va finir par réussir à en régler aucun.
Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réussir c'est qu'on se doit de focus sur une chose très précise et la vocation qu'on a et la volonté qu'on a depuis le premier jour et la mission qu'on se met, c'est celle d'essayer de contribuer à faire l'inclusion financière avec toute l'humilité que ça implique. En effet, il y a une époque où on avait testé un sujet cashback, mais on a rapidement mis de côté parce qu'on a simplement parce que, comme je vous disais, nous la volonté c'était pas de faire du cashback ou de faire des services financiers, c'était de faire l'inclusion financière. Et à un moment donné, on a considéré que le cashback pouvait peut-être contribuer à aider à le faire. Et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait ce qu'on appelle dans le jargon un product market fit, c'est-à-dire une demande très très forte, une facilité à commercialiser un produit qui était celui des services financiers. Donc au lieu d'essayer de nous de dépenser nos efforts, le peu d'argent qu'on avait sur quelque chose qui était encore théorique, on a préféré aller sur ce qui était... Le cashback, ça marche pas au Maroc? Parce qu'il y a pas mal d'opérateurs qui le font, qui essaient en tout cas de le faire. J'ai l'impression que ça prend pas, comme dans d'autres marchés. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je pense que le cashback peut très bien fonctionner au Maroc. Après, la grande difficulté du cashback, c'est que vous avez besoin de le faire correctement avant que ça puisse fonctionner. Le faire correctement, ça implique toute une série de choses à faire qui sont extrêmement complexes. En particulier, il faut réussir à faire de l'intelligence artificielle de manière extrêmement précise pour la gestion de la fraude. Parce que si vous gérez pas la fraude, il y a pas de cashback, il y a juste de la marge en plus. Et c'est, je pense, une problématique à part entière qui peut être adressée par plusieurs entreprises. Après, nous, on a fait un choix qui est différent. Aziz, quand vous parlez de l'inclusion, tout à l'heure vous avez parlé de l'inclusion, c'est de l'hanout ou de l'inclusion des clients de l'hanout aussi? Ou les deux? C'est une excellente question. En fait, nous, la thèse qu'on porte, c'est celle qui consiste à dire que c'est pas possible de faire l'inclusion financière pour les Marocains si on n'a pas une distribution très forte des services financiers. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que l'inclusion financière, c'est une marketplace. Marketplace dans le sens où il y a la supply d'un côté, la supply en services financiers d'un côté, pour qu'ensuite on puisse créer la demande. C'est la même mécanique de ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que c'est network effect driven, qu'il faut créer un effet de réseau. Et quand vous créez cet effet de réseau, la résultante, c'est que les gens adoptent les services financiers que vous leur proposez. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc pour répondre de manière précise à votre question, ce qu'on essaie de faire, c'est faire venir Mouali Houent pour que demain on puisse faire venir les Marocains. Il y a quelques semaines, là aussi, on abordait ces mêmes questions de la digitalisation avec un autre entrepreneur dans la tech, et qui disait que les Marocains sont très friands de l'outil numérique, quel qu'il soit, ils sont ultra connectés, etc. Mais dès qu'il s'agit de toucher à leur portefeuille ou de digitaliser leurs moyens de paiement, ils deviennent très frileux et très réticents par rapport à cela. Est-ce que ça laisse des traces? Ouais. Est-ce que ça correspond à la réalité selon vous? Non, pas du tout. Moi, de mon point de vue, pas du tout. On est clairement dans une situation où on analyse des éléments d'aval avec avec l'équation d'amont. On est dans une situation où on n'a pas créé les conditions pour que les Marocains puissent adopter les services financiers. Vous allez dans d'autres pays comme le Kenya, comme le Sénégal, les gens ont adopté les services financiers, mais pas parce qu'ils sont plus friands ou moins friands que les Marocains. C'est parce qu'on a mis en place une infrastructure qui fait que adopter les services financiers devient une évidence. On disait la même chose pour la livraison de repas à domicile il y a quelques années. On disait la même chose pour le fait de monter dans une voiture qu'on a commandée via un clic pour le ride-hailing il y a quelques années. On disait la même chose pour tellement de choses. Et en fait, quand quelqu'un vient et le fait correctement, c'est-à-dire qu'il met en place l'infrastructure, qu'il investit beaucoup d'argent et que les choses se font, ça devient une évidence. C'est la même chose pour les services financiers. Le sujet, c'est un sujet exécutionnel, pas un sujet métaphorique. Dire les Marocains ou dire qui que ce soit d'autre. Vous prenez, enfin, je pourrais rentrer dans le détail beaucoup plus, je sais pas si on a le temps ou pas, mais c'est vraiment un sujet qui est du fait de la qualité de l'exécution qu'on arrive à mener, la qualité de l'exécution modulo la quantité d'argent dont on arrive à disposer pour faire que les gens commencent à consommer ce genre de services. Mais ça, c'est au niveau des opérateurs, des startups, des fintech, ou c'est à l'échelle du pays? Parce que moi, j'ai l'impression que, sur tout ce que vous avez dit, vous avez raison sur le fait que on croyait pas que les VTC allaient prospérer au Maroc, on pensait pas que les Marocains allaient utiliser leur téléphone pour commander des repas. La réalité montre que ce n'est pas le cas, mais sur la question de la digitalisation, surtout des moyens de paiement, j'ai l'impression que il y a une bulle urbaine, c'est vrai, qui a adopté massivement ces usages, mais qu'à l'échelle nationale,
on n'arrive pas à faire ce que d'autres pays africains notamment ont réussi à faire. Le Kenya par exemple, où vous avez un agriculteur au fin fond du Kenya qui arrive à payer ses factures d'électricité et d'eau avec son téléphone, la DOM. Qu'est-ce que tu as dit, la DOM? Voilà, c'est ça. Prenons la question que vous posez du point de vue quantitatif. Aujourd'hui, les statistiques, il me semble, de la Banque du Maroc vous disent qu'on a à peu près 60% des Marocains qui sont bancarisés. Donc théoriquement, la réponse à votre question, c'est que les Marocains sont déjà bancarisés. En réalité, c'est pas 60%, c'est plutôt 20% des Marocains qui sont bancarisés. Et le delta entre les deux, ce sont des gens qui ont effectivement un compte en banque et une carte, et qui vont aller le premier du mois retirer 100% de leur salaire pour le garder en cash dans leur poche. La question, c'est pourquoi? Quand vous regardez qu'aujourd'hui, il y a un coefficient budgétaire alimentaire au Maroc qui est d'à peu près 40%. 40% des revenus. 40% du revenu des Marocains, à peu près, approximativement. Ce qui est normal, parce que tout le monde a besoin de manger, donc c'est normal qu'on mette la majorité de son argent dans la nourriture. Et vous avez à peu près 85% de ce budget-là qui va chez l'épicier du coin. Grosso modo, on peut résumer et dire vous avez un paiement sur 3 qui se fait chez l'épicier. Donc maintenant, imaginez quelqu'un qui garde l'argent sur son compte en banque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez un épicier de quartier, en particulier dans les quartiers populaires, qui va accepter de se faire payer avec autre chose que du cash? La réponse à cette question, c'est non. Et pourquoi? Il y a plusieurs choses. D'abord parce que alors il y a des choses. Parce que ça serait plus simple. Pourquoi je vous pose la question? Parce que les Moli Lhouant, ils sont pas contre la technologie, ou au contraire, ils sont ultra connectés. Et ça serait beaucoup plus simple justement de pouvoir payer avec son téléphone ou sa carte bancaire. Ça prend moins de temps. Il n'y a pas de problème de j'ai pas la monnaie, je vais aller dans Sarraf à côté. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Alors qu'on a la technique. Pourquoi? Vous avez imaginons que quand aujourd'hui vous êtes ce qu'on appelle un acquéreur, c'est-à-dire que vous proposez les paiements, vous avez le petit TPE qui vous permet de venir et de payer. Quand vous encaissez 100 dirhams, vous n'avez un virement sur votre compte en banque qu'à hauteur de 98 dirhams ou 99 dirhams ou 98,5 dirhams. C'est-à-dire que ça vous coûte entre 1 et 2%. Moul Hanout on va faire une cote mal taillée, on va dire Moul Hanout, c'est à peu près 200 000 dirhams de chiffre d'affaires par mois. Encore avec la rotation de tout. Donc c'est un chiffre d'affaires de rotation. C'est pas la marge qu'il en sort, hein. 200 000 dirhams. Si vous lui prenez, 000. Si vous lui prenez, pardon? 4 000. Voilà. Exactement. Ça fait que ce coût-là, s'il le fait passer par un TPE, ça lui coûte 4 000 dirhams, on va dire, pour faire juste une cote mal taillée. C'est une question d'argent. Voilà. Si ces 4 000 dirhams, si Moul Hanout sort 7, 8, on va dire 10 000 dirhams de marge, ça veut dire qu'il y a 40% de sa marge qui est partie dans une commission qu'il a payée, qu'il n'aurait pas payée avec le cash. Première chose. Deuxième chose. Le TPE, quand vous faites un paiement, l'argent n'arrive sur votre compte qu'à J+2. Moul Hanout, si l'argent arrive à J+2, lui, il a le camion qui lui ramène le soda et le lait qui arrive tous les matins. Il le paye instantanément. Il doit le payer tout de suite. Il va pas le payer à J+2. Donc non seulement c'est moins de marge et plus de besoin en fonds de roulement. Ça se square pas. Ça se square pas du tout. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de faire que Moul Hanout, quand il a un TPE dans son mahel, que ce TPE peut-être compose un coût à un moment donné, mais soit aussi un outil qui puisse lui rapporter de l'argent. Sinon, il faut oublier Moul Hanout. Et en fait, c'est une discussion que j'ai eu à plusieurs reprises. De mon point de vue, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à réussir à faire tendre le coût de l'acquisition vers zéro. Avec le démantèlement du monopole du CMI, on s'y dirige ou pas, selon vous? Il faut réussir à faire tendre le coût de l'acquisition vers zéro, mais il y a une condition qui est sine qua non à cette première, c'est qu'on arrive à faire tendre le volume de transactions vers plus l'infini. Si vous arrivez à faire l'un, vous devez arriver à faire l'autre. Maintenant, la question sous-jacente à ce que je viens de dire, c'est par quel bout on commence. Aujourd'hui, force est de constater que quand vous dites à n'importe lequel des établissements de paiement qui vendent des TPE, c'est combien le coût, ils vous disent, c'est 1%, c'est 1,5%, c'est 2%, ça dépend du MCC. Le MCC, c'est le merchant catégorie, le merchant c'est la catégorie du marchand, je sais plus c'est quoi le sigle. Et ils vous disent, moi, ça dépend pas que de moi parce que c'est, en fait, la commission d'acquisition qui est payée. Il faut savoir qu'elle est payée à un acquéreur, à un émetteur. Donc, l'acquéreur, c'est celui qui vous a donné le TPE. Oui. L'émetteur, c'est celui qui a vendu la carte bancaire à celui qui l'émet. Il y a un switch, donc le switch monétique. Et il y a un quatrième acteur qui je sais plus. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Il y a trop d'intervenants, c'est trop compliqué. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la seule manière de gérer les prix dans cette industrie-là, il faut mettre plusieurs personnes autour de la table et de les mettre tous d'accord quant au fait qu'il y a une population qui représente le gros du panier, qui est impossible à acquérir avec le modèle économique tel qu'il est monté aujourd'hui. C'est même pas le même modèle économique qui est monté. Donc en fait, si j'ai bien compris, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais si j'ai bien compris, offre coûte moins cher que les TPE classiques, enfin que les autres services. Nous, pour l'instant, nous dans le court terme, on veut pas aller sur le court terme, on ira très certainement à plus long terme, mais on veut pas aller dans l'acquisition.
Et l'une des raisons pour lesquelles on veut pas aller dans l'acquisition, c'est que c'est un imbroglio incroyable. C'est enfin, pour l'épicier, pour les commerces structurés, c'est très bien, mais les commerces structurés, c'est 40 000 points de vente. C'est aujourd'hui, le CMI sur les 15 dernières années a fait le travail. Aujourd'hui, c'est plus le CMI, c'est les banques qui ont repris. Ils vont continuer, ça va progresser un petit peu, mais. 40 000 points de vente équipés, vous voulez dire? 40 000 points de vente équipés, vous en avez 25 000 qui sont réellement actifs. Ouais. Bon, on en discutait il y a quelques semaines. C'est pas le nombre de TPE. Oui, le nombre de TPE actifs. Vous prenez une grande surface, c'est un marchand, il a des centaines de TPE. D'accord. Voilà. Sur plus d'1 million de commerces adressables. Sur beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Beaucoup plus que ça me fait la transition justement avec les épiciers, les commerces de proximité. Vous collaborez avec près de 20 000. Il y en a combien au Maroc, des épiciers? Des épiciers, on a 100 000 environ. On a 100 000. L'objectif, c'est de... Vous avez 100 000 points de vente qui font 35% des dépenses des Marocains. Et l'objectif, c'est de les adresser en totalité, dans la totalité, si j'ai bien compris. Absolument. D'accord. Quelle est la stratégie pour y arriver? La stratégie, elle repose sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est de leur fournir un catalogue de services qui est beaucoup plus large que ce qu'il est aujourd'hui, pour leur permettre de faire une quantité de valeur ajoutée qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'ils puissent vendre d'autres produits et d'autres services? Absolument. Que vous puissiez arriver chez l'épicier, ouvrir un compte. Un compte d'établissement de paiement, c'est-à-dire un compte de paiement. Que vous puissiez dire à l'épicier, je veux connaître le solde, peut-être lui payer un tout petit montant, recevoir un SMS avec votre solde. L'épicier devient une sorte de petite agence bancaire. Même chose pour votre relevé, lui donner une petite pièce et recevoir un SMS avec un lien avec votre relevé. Vous assister pour télécharger l'application et faire le KYC. Toutes ces choses-là. Faire un transfert d'argent, faire payer une facture, etc. C'est-à-dire toutes les opérations qui sont disponibles sur nos applications bancaires, que vous puissiez les faire chez l'épicier. Ce qu'on appelle over the counter, c'est-à-dire... Mais concrètement, comment vous faites pour les atteindre? Vous êtes à 20 000, vous envisagez 50 000, il y a 100 000 commerces. Comment on les atteint, ces 100 000 commerces? Dans le monde rural, dans les régions éloignées? Il faut aller sur le terrain, j'imagine. Publiques, peut-être les régions, peut-être les communes, peut-être... Alors, aujourd'hui, on a une centaine de commerciaux. On en aura certainement plusieurs centaines dans les mois à venir. La difficulté, c'est pas de les atteindre. Aujourd'hui, avec la proposition de valeur que vous allez chez un épicier, vous lui dites voilà ce que je fais, il met votre application. La vraie difficulté, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le float management. Float management, c'est-à-dire concrètement la quantité de crédit dont Moul Hanout dispose sur son application pour pouvoir vendre les services. Et donc ça, c'est le deuxième pilier. Pourquoi c'est problématique? Je comprends pas. Parce que il faut que quand vous allez chez Moul Hanout, que vous lui donnez, j'ai une bêtise, 1000 dirhams de crédit. Les 1000 dirhams, pour certains Moul Hanout, c'est une demi-journée de travail. Oui. Au bout d'une demi-journée, il est à zéro, c'est-à-dire qu'il a fait 5 factures. Il a vendu 5 factures d'électricité. C'est pas que c'est pas assez. Même s'il prend 10 000, au bout d'un moment, c'est revenu à zéro. Oui. Et donc, à ce moment-là, ce Hanout ne peut plus être actif. Donc, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une posture quant à la distribution de ce flottant qui est équivalente à ce que les FMCG, les marques de grande distribution font. Donc, c'est le second pilier de la stratégie, c'est de construire cette verticale, de continuer de construire cette verticale de distribution qui est critique dans la chaîne de valeur. D'accord. Une dernière question, Smaïl Borgache. On est à quelques jours du JITEX qui se déroulera pour la 3e édition ou 4e à Marrakech. 3e, je pense. 3e, vous avez assisté je pense, à toutes les éditions. Ça nous donne l'occasion de faire un petit point rapide sur l'écosystème entrepreneurial innovant au Maroc. Comment vous l'évaluez, cet écosystème? Quels sont les points forts et les points faibles de l'écosystème fintech marocain, rapidement? Alors, première chose que je dirais, en m'excluant absolument de cette première conclusion, très peu quantitatif, très qualitatif, c'est-à-dire il y a très peu encore de choses qui se font, mais le peu de choses qui se font sont portées par des personnes qui sont brillantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de startups, mais celles qui existent sont portées par des gens qui sont brillants, c'est ça? Pour beaucoup d'entre elles, et je m'exclus de ce que je viens de dire. Je pense une chose, c'est que les plus belles années du milieu du capital, enfin de l'industrie du capital risque au Maroc sont devant nous. Je pense que la stratégie qui a été mise en place avec le fonds Mohtis en particulier est excellente, qu'elle met du temps à entrer en exécution, mais est absolument excellente. Le JITEX, c'est un véhicule fantastique. Ce que j'appelle mes vœux, c'est qu'à côté de ce véhicule qui est absolument génial, qu'on puisse mettre à côté une exécution du point de vue de la stratégie soit plus rapide,
que ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'à court moyen terme, on arrivera à détrôner les champions africains en matière de levée de fonds pour les startups, que sont le Kenya, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria? J'ai aucun doute de ce point de vue. J'ai aucun doute de ce point de vue parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le monde de la startup de manière générale, c'est une industrie de flying wheel. Flying wheel, c'est cette roue qui est très difficile à faire tourner au début, mais quand vous lui faites atteindre une certaine inertie, elle devient très difficile à arrêter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est avec ce maillon de la chaîne de valeur de l'industrie du capital risque, avec lequel pardonnez-moi le terme, avec lequel on galère encore un peu. Ce que je pense, c'est qu'on va le passer. Une fois qu'on l'aura passé, on a tout ce qu'il faut pour être les meilleurs sur le continent. Très optimiste, hein, parce que les pays que je viens de citer, ils nous dépassent, mais de très 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 loin. De très très loin. C'est deux univers complètement différents. Là, on parle d'un côté de millions de dollars, de l'autre côté, on parle de milliards, et vous le savez très très bien, vous êtes bien placé pour le savoir. L'optimisme, c'est le carburant des entreprises. Oui, mais entre l'optimisme et être idéaliste ou un peu naïf, faut. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose et on va conclure là-dessus. Voilà, c'est la question sur laquelle je voulais conclure aussi. Il nous manque quelque chose en matière de start-up sur le plan africain. On a les jeunes, on a l'argent, vous l'avez dit en début d'entretien, on a la technique, on a ce qu'il faut, mais on n'arrive pas. Et là, le différentiel est énorme. Là, on parle de millions, d'autre côté, on parle de milliards. C'est quoi ce truc qui manque, d'après vous? D'abord, on parle pas de milliards, on parle de centaines de millions. Non. Oui, ça reste chez eux. Ah bon? Non, il n'y a pas de milliards. Sur le marché nigérien, on n'est pas sur des milliards? Il y a eu des milliards dans les années de bull run, c'est-à-dire 2021-2022. Depuis, ça a baissé. Ils sont sur quelques centaines. Ça fait 100 fois plus. 10 fois plus. On est à peu près à 80 millions. Les meilleurs sont à peu près à 800 millions. Et ils sont à 800 millions en Nigeria, ils sont 200 millions. Mais enfin, ceux qui sont le plus, c'est le Kenya, Afrique du Sud. C'est même plus Nigeria. Sénégal aussi, ils sont devant. Non, pas du tout. Sénégal, ils ont une belle boîte. À chaque fois qu'ils font un pic, c'est parce que la boîte, elle a levé de l'argent. Wave, exactement. Donc, c'est pas, et c'est une boîte américaine. Donc non, il y en a deux qui, de mon point de vue, sont structurellement très bons. C'est l'Afrique du Sud et le Kenya. Le Kenya, c'est parce que M-Pesa, qui permet de faire énormément de choses. Ils ont une interface, ils ont une infrastructure nationale du paiement qui permet de faire énormément de choses. Et l'Afrique du Sud, c'est parce que c'est une économie qui est plus dynamique que le reste de l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'économie marocaine n'a rien à envier à l'économie d'Afrique du Sud. Non, mais les startups marocaines ont beaucoup à envier aux startups kenyanes et sud-africaines. C'était ça le sens de ma question. Et de manière pas extrêmement concrète, mais je pense à peu près juste, vous l'avez dit, on a l'argent, on a les talents, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de l'énergie cinétique. Au sens strict de la seconde loi de la thermodynamique. C'est-à-dire vraiment, il faut qu'on arrive à mettre du mouvement, il faut qu'avec de la force qui vient des bras ou alors d'une énergie thermique, on arrive à mettre du mouvement pour que l'avion puisse décoller. Bon, on va conclure là-dessus, sur cette belle métaphore. Merci beaucoup Smaïl Barkach. Je rappelle que vous êtes CEO, cofondateur de Woofar. C'était un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Nous, on reste ensemble sur le plateau du 12-13. La suite dans quelques instants avec Aziz Bousta, tout de suite. Suite et fin du 12-13 de Média 24 et on retrouve Aziz Bousta pour la chronique de la semaine. C'est l'œil de Aziz Bousta. Et cette semaine, Aziz, tu vas nous parler bien évidemment de la situation conflictuelle très tendue au Moyen-Orient et cette guerre qui se poursuit, une guerre pour le moins atypique. Oui, la guerre qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux consternés n'est pas comme les autres, vraiment pas. Voilà un pays, l'Iran, sous sanctions économiques, financières, commerciales, scientifiques, tout ce qu'on veut, depuis 40 ans, et qui tient tête, enfin c'est ce qu'on croit voir, ou c'est ce qu'on voit, qui tient tête à la première armée du monde, celle de la première puissance mondiale, alliée à la première armée du coin, une armée qui n'hésite pas à tirer tout ce qu'elle a comme munitions sur tout ce qui bouge. Et elle en a beaucoup de munitions. Alors comment l'Iran fait-il pour résister face à ce déluge de fer et de feu? Chez nous, on dit « Il semblerait que chez eux, les Iraniens
on dirait الحيلة أقوى من النار. Dans cette affaire, force est de reconnaître que les Iraniens ont créé des règles nouvelles pour la guerre ou autrement dit, ont mis en place des éléments de la guerre moderne. Eh oui, on peut les critiquer pour leur position extrême et souvent sournoise, les condamner pour leur férocité contre leur propre peuple, les combattre le cas échéant pour la dangerosité de leurs croyances, mais on ne peut leur dénier une incontestable intelligence fonctionnelle et opérationnelle. Ah ouais, à ce point. Comment ça? Ben oui, ils ont inventé la guerre des drones. Pas les drones, la guerre des drones. Je t'explique. Les drones ont été mis en place d'abord et en premier, comme d'hab, par les Israéliens et les Américains, qui les ont abondamment utilisés un peu partout dans le monde. Mais surtout au Moyen-Orient, bien entendu. Mais ces drones israélo-américains sont de grosses machines, des drones de riches, quoi. Bourrés d'électronique, de matériaux rares, branchés, connectés autant que possible, intelligents et aussi sournois. C'est bijoudaire. Ils coûtent très cher. Ils coûtent des millions de dollars pièce. L'Iran, pour sa part, a compris une chose. Rien ne sert de mettre des millions dans un objet appelé de toute façon à être détruit. On en produit beaucoup, énormément, on gagne sur les quantités et on obtient de la quantité. Ensuite, on balance tout ça sur l'ennemi, des dizaines, des centaines de drones. Et là, soit ça passe et les cibles se fracassent, soit c'est intercepté, mais en créant une fenêtre par où passent les missiles iraniens, tirés juste après, et pour l'occasion, ce sont de vrais missiles. Ça, c'est une première chose. La deuxième, Adil, est que quand on lance des missiles à plusieurs millions de dollars pour intercepter des drones à 20 000 dollars, et que ces drones à 20 000 dollars, puisque nous coûtons justement que 20 000 dollars, sont innombrables, ils sont pas chers et très rapides à construire. Que veux-tu? À un moment donné, les tireurs américains tirent la langue et ne peuvent suivre la cadence. Le truc a été testé en Ukraine et ça marche. Pas cher et efficace. Là où les missiles high-tech font souvent des dégâts moins coûteux que le missile lui-même, un drone cause toujours plus de dommages que ce qu'il a coûté. Et en plus, en masse, il sature les dômes de fer et autres systèmes patriotes hors de prix, bien évidemment. Oui, mais au-delà des drones, Aziz, tu m'as raconté d'ailleurs hors antenne que la partie visible de la guerre actuelle n'est qu'une partie, une toute petite partie, m'as-tu dit, de l'affrontement dans sa globalité. Tout à fait. La guerre aujourd'hui dans cette partie du monde est appelée guerre régionale, certes, sauf qu'en réalité elle est mondiale. Pourquoi ça? Tout simplement parce que tout le monde s'y met. La globalisation, la mondialisation, c'est aussi la guerre à travers les réseaux sociaux, les nouvelles technologies qui alimentent les doutes, nourrissent les suspicions, fédèrent les peuples ou déchirent les nations. Avant, deux pays au plus s'affrontaient et le moins fort et le moins intelligent perdait. Pendant que le monde attendait le résultat final. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, et depuis la guerre d'Irak, les faibles ont compris et appris. Les Libanais du Hezbollah contre Israël en 2006, les Ukrainiens contre les Russes en 2022, et aujourd'hui, en 2026, les Iraniens contre à peu près tout le monde dans le coin, plus les Américains. Sauf que l'Iran, c'est bien plus grand que le Bekaa libanaise, la BKA, comme on le dit en français, et que le Donbass ukrainien, et que les Iraniens, ils sont 90 millions de personnes instruites et très bien formées. Alors, elles réfléchissent, ces 90 millions de personnes, et trouvent des solutions. Et alors la désinformation, elle commence quand? Maintenant? La désinformation, plutôt la manipulation de l'information. Et là encore une fois, les Iraniens ont su surfer sur l'immense vague de rejet qu'inspire le Premier ministre israélien depuis Gaza et l'extraordinaire angoisse que distille le président américain depuis toujours. Les Iraniens, comme les Russes en Europe, n'ont plus qu'à laisser faire les internautes qui travaillent à leur place, comme pour ces vidéos de Netanyahu qui n'en finit plus de prouver ou de vouloir prouver qu'il est vivant ou serait vivant. Ou de l'autre côté, comme Mojtaba Khamenei, le fils à son papa, mais aussi nouveau guide suprême, le nouveau, et particulièrement déchaîné, qu'on dit demi-mort. Face à tout ça, Trump est désemparé, il n'arrive plus à le cacher. C'est le résultat de toute une vie passée à regarder des cartoons avec assiduité de croire finalement que c'est la réalité. Et donc, Adil, la guerre, c'est plus ce qu'on connaît. Ça, c'était la guerre du XXe siècle qui s'est terminée en Irak sur la dépouille de Saddam Hussein. Depuis, la guerre conventionnelle a disparu et elle a été remplacée par l'asymétrie. Fort contre faible, sans que le fort gagne forcément, alliance diffuse et modulable à souhait, intérêt mêlé et diffus entre grandes puissances. Tout cela fait que la guerre n'est plus la guerre, et que la guerre a changé de figure et de moyens, et qu'on se retrouve face à une nouvelle génération de conflictualité. Les hommes, ils aiment ça, la guerre. Alors, ils innovent. Et c'est pas fini, ça a fait même que commencer l'innovation, aujourd'hui en Iran et demain n'importe où. Ce qui est dangereux avec les guerres, c'est qu'on sait quand est-ce qu'une guerre peut commencer, rarement quand est-ce qu'on peut la terminer. C'est peut-être la question que se pose aujourd'hui un certain Donald Trump à la Maison-Blanche. Ouais, avec lui, on sait même pas quand est-ce qu'on commence. C'était l'œil de Aziz Bousta. Merci Aziz et à la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci à toi, Aziz. C'est tout pour le 12-13 de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'avance un très bon Eid. Eid al-Fitr, oui, c'est dans quelques jours. Allah ydouz alaykoum saha wa salama. Et je vous dis à très vite dans le 12-13 de Média 24.